Bon, je commence Oui, ou commence. oui, c'est toi qui a le timing. Voilà, bon, ça va être vite fait. Donc, bonsoir à tous. Ravi de recevoir cette délégation de notre partenaire Alstom ce soir. Donc, dans le cadre de cette semaine de l'innovation et l'entrepreneuriat qui lance notre parcours entrepreneuriat et innovation technologique aux arts et métiers. Vous savez que notre formation, nous formons principalement des ingénieurs dans le cadre du diplôme grande école. Nous formons aussi des ingénieurs de spécialité. Nous formons aussi des bachelors. On a globalement une formation de base et 3 parcours pour suivant les sensibilités de chacun. Donc de base, on est persuadé que pour être un bon ingénieur, il faut être aussi un bon innovateur et un bon entrepreneur, même si on entreprend au sein de sa société. Et il faut aussi il faut être aussi avoir les bonnes méthodologies de la recherche. C'est pour ça qu'au sein de l'établissement, on a 3 parcours. On a le parcours ingénieur, le parcours entrepreneuriat, innovation qui vient ajouter des compétences complémentaires. Et on a des parcours recherche plutôt en 3e année, autour de master. Et certains d'entre vous qui continuent sur des doctorats plutôt avisés R&D grand groupe international. Donc ce soir, on est plutôt sur la partie innovation entrepreneuriat dans le cadre d'un partenariat innovation entrepreneuriat dans le cadre d'un partenariat qu'on a signé avec Alstom qui est très sensible à, à l'importance de l'innovation et de l'entrepreneuriat, y compris dans un grand groupe, ce qui va vous être présenté ce soir. Voilà, quand on est un grand groupe comme Alstom, si on ne passe pas son temps à innover, à se projeter, à être très en lien avec les problématiques sociétales, les problématiques géopolitiques, les problématiques environnementales, si on ne se projette pas suffisamment tôt sur ce qui va arriver à nos sociétés, les chances de survie, que ce soit un grand groupe ou une petite société, sont relativement faibles. Que ce soit un grand groupe, que ce soit un établissement comme les arts et métiers d'ailleurs, on en discutait tout à l'heure. Aujourd'hui, quand on vous forme, la stratégie on a travaillé beaucoup au sein de la communauté arts et métiers pour définir ce que vous deviez être. Et donc on est arrivé sur un vocable qui est, nous aux arts et métiers, nous formons les leaders des industries responsables. Chaque mot est important, former, leader parce qu'on estime qu'on va bien vous former, donc il faut que vous soyez en leadership partout où vous irez pour être en capacité de pouvoir influer, avoir de l'influence, et pour avoir de l'influence, il faut être en leadership. Et des industries responsables, le D parce que les industries c'est très vaste, ça va être des industries de produits, des industries de services, c'est ce qui permet à nos sociétés de s'organiser et d'avoir du lien. Et responsable, ça va comprendre les responsabilités sociétales et environnementales. Et pour cela, on s'appuie sur la stratégie de s'appuyer sur les 4 scénarios de l'ADEME. On travaille beaucoup avec l'ADEME. On a des représentants de l'ADEME, une représentante de l'ADEME au conseil d'administration de l'école. Et donc, on travaille en fait pour former des ingénieurs, on a le vocable qui s'appelle technodiversité. C'est-à-dire que vous avez besoin pour innover, pour être toujours très réactif par rapport aux demandes de la société, de dominer toutes les technologies pour pouvoir les appliquer et offrir des solutions très pragmatiques aux besoins des sociétés et de l'environnement. Et les deux sont intimement liés. Les scénarios de l'ADEME, je vous rappelle, le scénario de gauche, c'est la frugalité. Je caricature, mais globalement, on retourne tous vivre dans des grottes, on consomme plus rien et la planète va mieux se porter. Pendant le Covid, ça allait un peu mieux. Mais les sociétés ne sont pas forcément prêtes à accepter ce niveau de sacrifice.
De l'autre bout du scénario de l'ADEME, c'est le scénario réparateur. C'est-à-dire que moi, on s'occupe de rien. La science va tout régler, on va capter le carbone et on continue à vivre un peu n'importe comment, à projeter du carbone dans l'atmosphère comme on a toujours fait. On sent bien que c'est pas la solution non plus. Et donc les solutions raisonnables, c'est des mixtes. Oui, évidemment, il faut que nos sociétés évoluent, il faut que dans nos modes de vie, chacun fasse les efforts nécessaires. Oui, il faut faire évoluer les technologies qui vont nous fournir un certain nombre de solutions pour continuer à organiser nos sociétés et continuer à nous déplacer. On a besoin de se rencontrer. Est-ce qu'il faut arrêter de faire de l'international ? Rencontrer des gens à l'international, c'est rencontrer des cultures différentes. Et l'humain a besoin de se rencontrer pour avoir moins peur de l'autre et donc pour diminuer le risque de conflit. Donc oui, c'est important de continuer à rencontrer les autres. C'est important de continuer à bouger. Mais c'est un coût carbone. Donc comment on fait ? Limitons les déplacements, continuons à nous déplacer, tout en limitant le coût carbone. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je suis très bavard et puis ça peut faire une bonne transition vers ce que va nous présenter donc dans le domaine de la mobilité, un partenaire comme Alstom évidemment, et un partenaire qui est au niveau, on a de la chance, c'est un champion mondial, il est français, on en est très fiers, et en plus sur un domaine d'activité qui est sans doute une partie de la solution de tous les défis qui se présentent à nous. Merci à tous, et puis Raphaël, je te laisse la parole. Merci Monsieur le Directeur. Merci d'abord à la direction de l'école de nous donner cette opportunité aujourd'hui. Donc merci aux élèves qui sont là, d'être venus, même s'il y en a qui sont pas là, vous leur raconterez. Et j'espère que ça donnera lieu à des futurs échanges. Merci aux collègues. Merci aux collègues d'être venus aussi, et pas mal d'archis qui sont déplacés. Ça sera l'opportunité pour vous, je pense, d'avoir un échange un peu plus facile pour cette première prise de contact, qui en appellera d'autres, on l'espère, c'est le but. Donc l'objectif aujourd'hui pour nous, c'est pas forcément de venir faire notre publicité. Je pense que vous allez être sollicité par différentes entreprises. C'est la guerre des talents, donc tout le monde cherche à capter les talents que vous êtes. Aujourd'hui, on va surtout parler d'innovation, donc et de prospective. Donc ça sera ce que Michael présentera juste après. Donc mon intervention sera courte. Je vais juste vous présenter un petit peu Alstom dans le détail. Donc ça sera le deuxième objectif, c'est de parler mobilité au sens large et du rail, de la place du rail dans la mobilité. Et le troisième, de parler un petit peu d'Alstom quand même si encore une fois l'idée de ce partenariat, c'est que derrière, dans les turbines et avec nos sites de production, puissent se créer des liens. Il y en a déjà qui sont établis, La Rochelle, Aix, Valenciennes. Il y a déjà des sites qui sont connectés avec les établissements ENSAM. Donc l'idée, c'est que ça se fasse le plus naturellement possible. À votre service, j'ai envie de dire, c'est à vous de profiter de ces opportunités. Il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit enrichissant pour vous, comme pour nous, pour le corps professoral aussi, évidemment, puisqu'on a beaucoup de sujets à partager en termes d'innovation et de R&D. Donc c'est l'objectif. Donc n'hésitez pas à faire savoir que ce partenariat existe. On a essayé de communiquer un peu sur les réseaux sociaux, mais vous serez les meilleurs porte-parole, je pense, pour en faire la publicité. Alors, 2 mots sur Alstom. Donc, je vais... Normalement, si ça marche, voilà. Alstom, bon, pour la petite histoire, parce qu'on croise toujours des gens qui pensent qu'Alstom fait encore des équipements électriques ou des centrales électriques plus exactement. C'est plus le cas. Donc Alstom, c'est Alsacienne Thomson, ça a été créé donc en 1923. Vous avez ici les petits logos qui sont succédés, parce qu'Alstom, on en a beaucoup parlé dans les années 80, c'était un grand conglomérat. Jacques Alstom, il y avait les chantiers navals de l'Atlantique, qui sont plus Alstom aujourd'hui, qui sont chez Naval Group et dont la propriété est l'État français aussi, je crois. Vous aviez Alcatel les télécoms, qui sont aujourd'hui Nokia. Vous aviez Alcatel Câble, qui est aujourd'hui Nexans. Donc tout ça, on parle de réindustrialisation, mais c'est un peu fruit d'une désindustrialisation. Alors pour avoir un signe un peu plus positif, aujourd'hui Alstom, c'est le leader du ferroviaire. Donc on s'est recentré uniquement sur le ferroviaire, la mobilité et le ferroviaire en particulier, et notamment en faisant le rachat de Bombardier il y a 2 ans, qui était notre concurrent canadien. Donc aujourd'hui Alstom, c'est un des plus grands groupes, si on exclut les Chinois qui ont un accès à leur marché, un marché exclusivement chinois, mais qui rayonne assez peu finalement à l'international. Alstom, c'est le leader mondial et qui est capable de vendre toutes les solutions qui sont aujourd'hui utiles pour faire de la mobilité, qu'elles soient urbaines ou sur des grandes lignes ferroviaires.
Donc le chiffre d'affaires, c'est 6 milliards et demi, pardon. Les commandes, c'est de l'ordre de 20 milliards, donc autant dire qu'on se porte plutôt pas mal en termes de prise de commande. Et on a un carnet de commandes de 87 milliards, ce qui veut dire plus de 5 ans devant nous à exécuter. Ce qu'il faut retenir, parce que quand on parle d'Alstom, souvent on nous qualifie de fabricant de matériel roulant, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à, pardon, je me trompe de slide, c'est vrai qu'à 50%. Donc 50% de l'activité du groupe aujourd'hui, c'est effectivement de fabriquer des matériels roulants. Donc l'ensemble de la gamme, du tramway, en passant par les monorails, les métros, les trains régionaux, les trains à grande vitesse, les locomotives, et tous les composants stratégiques qui les composent. Mais c'est que 50% de l'activité. On a un quart de l'activité aujourd'hui qui est dans le domaine du digital et donc du software et globalement de la signalisation et des systèmes intelligents pour réguler les flux sur les lignes ferroviaires, donc qu'elles soient en milieu urbain ou encore une fois sur des grandes lignes de chemin ferré. Donc ça c'est 25%, et il reste 25% que là aussi peut-être vous ignorez, puisqu'en France la SNCF et la RATP font leur propre maintenance. Sur souvent du matériel Alstom d'ailleurs, mais à l'international, Alstom réalise la maintenance pour le compte de ses clients, qui peuvent être donc des villes comme je sais pas, le métro de Singapour, des TGV, des locomotives dans différents pays du monde. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Pour résumer, gardez en tête qu'il y a 3 activités chez Alstom, une activité très industrielle de production, de conception et de production de trains, une activité plus orientée software, cybersécurité et ensemble des dispositifs digitaux, et l'activité de service qui vient donc beaucoup plus locale pour le coup, donc faire de la maintenance préventive, prédictive et corrective, et de la vente de pièces, et ensuite aussi installer des solutions digitales pour aussi mieux prédire la fiabilité de nos trains. Je vais donner 3 exemples pour avoir en tête ces 3 activités. Le premier, c'est que quand on réfléchit bien, on a fait le petit calcul, mais c'est un peu méconnu, mais finalement, on est probablement le premier constructeur de matériel en termes de transport de passagers par jour. On estime à peu près 370 millions de personnes qui utilisent chaque jour un train Alstom. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est bien au-delà de ce que fait Toyota ou Boeing dans d'autres secteurs d'activité. Si vous faites le calcul, ça paraît tout bête, mais effectivement, beaucoup de gens prennent le métro tous les jours, ou le tramway ou le RER, sans parler des lignes grande vitesse. Le deuxième exemple que je voulais citer, c'est pour montrer la complexité de ce métier, c'est le digital, avec le Grand Paris Express, donc vous connaissez les projets qui arrivent, donc ligne 15, 16, 17, 18, où vous aurez des trains qui rouleront en mode automatique, avec des vitesses de pointe de 110 km/h. Et avec un espace entre 2 trains de 2 minutes, un temps de 2 minutes entre deux trains. Donc c'est pas si commun que ça, c'est pas si évident que ça. Et aujourd'hui, quand vous prenez la ligne 14, par exemple, je pense que plus personne se fout de savoir s'il y a un conducteur ou pas. Ça fonctionne, personne n'a peur de rentrer dans le métro. Et pourtant, derrière, faut imaginer toute la technologie qui permet cet exploit. Troisième élément de chiffre à communiquer aujourd'hui, c'est le nombre de voitures qu'on a dans le monde réparties dans les différents pays. 150 000 voitures, c'est la base installée aujourd'hui, avec des durées de vie de train qui sont supérieures à 40 ans. Donc vous imaginez tout le travail qu'il faut réaliser sur la durée de vie d'un train pour le tenir en bon niveau de fonctionnement pendant ces 40 années et plus. Et aussi spécifier qu'on est aussi opérateur de temps en temps. On a, par exemple aux États-Unis, on est premier opérateur sur des navettes d'aéroport, par exemple. Les petites navettes qu'on prend dans les aéroports, c'est des systèmes pareils automatiques, sans pilote. Et Alstom est aujourd'hui l'opérateur de la plupart de ces navettes aux États-Unis. Donc pour dire qu'on n'est pas la SNCF, on n'entend pas le devenir, mais on a aussi cette activité qui a une part de notre métier. Pour donner quelques chiffres, et j'arrêterai là après pour les chiffres, c'est 80 000 personnes aujourd'hui chez Alstom, réparties dans 80 pays. Donc c'est très international. Là vraiment, je pense que j'insiste là-dessus. Par rapport à d'autres sociétés du CAC 40, beaucoup font du business à l'international, mais ne sont pas forcément localisés à l'international. Il faut faire la part des choses. Nous, notre business nous impose d'être local dans la plupart des pays. On est obligé d'opérer localement. Ça ne veut pas dire qu'on a des usines qui fabriquent les trains dans tous les pays où on vend, mais globalement, c'est beaucoup plus local parce que vous voyez 250 sites. Quand je parle de sites, ça va être des sites de production et des sites de maintenance.
D'accord, donc c'est des sites dans lesquels vous trouverez du personnel Alstom qui travaille tous les jours pour le compte de nos clients. Donc la répartition, vous la voyez par pays, par zone géographique plutôt, et donc c'est 22 000 ingénieurs et 175 nationalités. Donc autant vous dire que c'est la Worldwide Company, même si on est français, on est coté à la Bourse de Paris, on a maintenant un actionnaire canadien, principal actionnaire, mais l'État français aussi récemment avec la BPI qui est actionnaire d'Alstom. Juste un dernier slide pour vous montrer l'activité en France, puisque ça c'est ce qui va peut-être vous concerner plus directement pendant vos études et avec les interactions qu'on envisage. Vous avez 16 sites industriels en France, voilà, vous voyez la liste, donc chacun est un peu spécialisé dans son métier. Donc on parlait de La Rochelle c'est les tramways, les TGV par exemple, alors qu'à Valenciennes vous allez plutôt trouver des sites qui font des RER, des métros. Au Creusot, vous allez trouver des bogies, vous allez trouver de la signalisation à Villeurbanne, à Aix-en-Provence, vous avez aussi des piles à combustible pour l'hydrogène donc à Aix-en-Provence, vous avez Tarbes qui est la spécialiste de la chaîne de traction électrique, qui est le cœur et on va en reparler tout à l'heure, des enjeux en termes de décarbonation. Voilà, vous avez des moteurs à Ornans, voilà, vous avez tout un tas de spécialités et des sites aussi bien d'ingénierie que de production. Donc j'insiste, vous voyez les chiffres en haut, donc 12 000 employés, 5 000 ingénieurs, ça c'est l'effectif France, et 30% de leur activité est fait pour l'export. Donc sur un chiffre d'affaires de 2,5 milliards, donc ça c'est le chiffre d'affaires pour la région France, puisque chez nous c'est une région, c'est un énorme débouché pour nous, avec des clients comme la RATP évidemment et la SNCF, entre autres. Quoi dire d'autre? Plus de 1000 personnes sur les services. Donc je vous disais, c'est pas là où on est le plus développé, puisque bon, SNCF et RATP réalisent eux-mêmes leur maintenance. Et en signalisation, évidemment, on a plus de 2000 experts. Donc là aussi, c'est un peu le cœur de notre compétence, avec 70% de la R&D du groupe qui est investi sur les sites français. Donc très important, l'apport pour l'export. Alors deux slides maintenant pour finir, pour faire le lien avec la présentation de Mickaël, parce que je pense que c'est ce qui sera le plus intéressant, et puis les échanges qu'on aura après. Ce petit slide pour passer trois messages finalement, trois petites illustrations. Le premier, le TGV, pour reprendre une phrase du PDG de la SNCF qu'il a prononcée il y a peu de temps. Finalement, c'est vrai que quand on prend un TGV entre Marseille et Paris, ou Paris-Rennes, c'est comme si on prenait une Formule 1. On ne s'en rend même pas compte en fait, mais on roule à 320 à l'heure. Mais en plus de ça, on a le confort, la sûreté et la fiabilité, ce qui n'est pas rien quand on commence à rouler à ces vitesses. Donc ça, c'est pour rappeler que la technologie, elle est omniprésente quand même sur nos trains et nos solutions. Le deuxième, c'est qu'effectivement, le train aujourd'hui, vous voyez cette carte, vous l'avez peut-être déjà vue, c'est l'impact des lignes TGV, notamment sur finalement la cartographie de la France et la distance entre les grandes villes vis-à-vis de la capitale. Vous voyez progressivement que les distances les distances n'ont pas bougé, mais les temps de parcours ont été largement diminués, même s'il y a encore des progrès à faire dans certaines zones, comme vous voyez. Mais voilà, on voit que c'est un impact phénoménal sur la compétitivité du pays, et aussi ce facteur de développement socio-économique qui est très important pour les entreprises, pour les investisseurs et pour nous tous, parce qu'on aime tous pouvoir se déplacer rapidement quand on va travailler ou quand on va faire quelques loisirs. En parallèle, il y a l'innovation qui arrive, donc elle est déjà là, elle est déjà présente, beaucoup de solutions émergent. Là, j'ai mis une petite photo pour illustrer finalement plus un débat qui est plus politique, mais c'est très important. Quel est l'impact des politiques publiques? C'est bien de faire de la voiture électrique, ça va résoudre peut-être certains problèmes, ça va peut-être pas tout résoudre. Comme vous le voyez sur la photo, la congestion, ça résoudra pas le problème. Donc c'est juste pour illustrer et lancer le débat qu'il y aura tout à l'heure, on y reviendra. Et le dernier point, c'est les chiffres, parce que on est ingénieur, donc globalement, il faut parler avec des chiffres et des faits. Donc ça, c'est des données qui ne sont pas d'Alstom, c'est des données de l'Agence internationale d'énergie. Des choses qui sont alors des moyennes, certes, donc il faut toujours se méfier du biais sur les moyennes, mais c'est pas contesté aujourd'hui. Globalement, à droite, vous avez les consommations de CO2 par passager par kilomètre, donc c'est la meilleure façon de mesurer quand on veut parler d'efficacité ou en tout cas d'empreinte écologique dans ce cas présent, entre les différents moyens de transport. Donc vous connaissez c'est pas pour critiquer l'avion ou quoi que ce soit, c'est encore une fois c'est des faits. Aujourd'hui l'avion il répond à certaines demandes, certains profils de mission, le train répond à d'autres, mais aujourd'hui la réalité c'est que le train effectivement est le plus écologique on va dire.
alors qu'en parallèle, vous avez une donnée qui est peut-être plus importante, qui sera peut-être plus marquante dans les années à venir, qui est à gauche, qui est finalement l'efficacité énergétique de chaque solution. Et là, vous allez voir qu'effectivement, ça va peut-être bouger un petit peu, mais fondamentalement, et ça on en reparlera avec Michael, ça ne va pas forcément évoluer, parce qu'autant on peut travailler sur le carbone, autant à un moment donné, il y a des données physiques, c'est pas à vous que je vais apprendre, qui font que globalement, le transport de masse, il a certaines contraintes, et le train se positionne très très bien dans la concurrence. Voilà, encore une fois, le but, c'est pas de comparer pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais c'est une réalité, et pour faire des politiques publiques, il faut se baser sur des faits. Donc c'est un petit peu les débats qu'il y a actuellement, même s'il y a beaucoup de bullshit. Je pense que le rôle de l'ingénieur, c'est aussi de faire la part des choses et d'essayer d'illustrer et de trouver la réalité dans l'ensemble des propos et du lobbying qui est fait à droite à gauche. Voilà, je vais passer la parole à Mickaël, qui va nous parler d'innovation et de prospective surtout, et on reviendra tout à l'heure pour mettre tout ça en musique et parler de en quoi l'innovation et la prospective peuvent s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise. Merci. Bon, pendant que Sandra nous connecte, donc bonjour à tous, je suis Mickaël Haddad, je suis directeur innovation et partenariat chez Alstom. Et donc je m'occupe entre autres de l'innovation qu'on va appeler de rupture, que ce soit une rupture technologique, de modèle d'affaires ou d'usage. Et pour finalement adresser cette question de l'innovation de rupture, il n'y a rien de mieux que se poser la question de à quoi le futur va ressembler et comment la société va s'inscrire dans ce futur-là. Il faut savoir que les trains qu'on vend aujourd'hui, on les a conçus il y a 5 ans et à peu près, et ils vont rouler en 2060. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des grandes étapes aujourd'hui. En Europe, par exemple, on va interdire le moteur à combustion interne en 2035 pour l'automobile. On veut être net zéro en 2050. Ça veut dire que le train qu'Alstom met aujourd'hui sur les rails, il doit être compatible avec tout ça et même 10 ans au-delà. Donc on a besoin aujourd'hui de comprendre ce monde de demain pour innover aujourd'hui. Et donc, puisqu'on s'inscrit aussi dans cette semaine de l'innovation, l'idée pour moi, c'est on va parler technique, on va mettre un peu de science, pas tellement d'équations, mais on va quand même mettre quelques chiffres. Mais je vais aussi vous emmener sur un autre monde, celui de la prospective. Comment on fait des scénarios, des plans, et comment finalement, lorsqu'on innove, on doit se poser des questions sur des sujets. Attends, il faut que je passe en mode diapo, Sandra ? Ah oui, non. La chef qui arrive. Comment en fait lorsqu'on va innover, et si demain vous vous inscrivez dans les parcours entrepreneuriat, vous devez mener ce qu'on va appeler une analyse stratégique externe pour positionner vos innovations dans ce monde de demain. J'ai bientôt avoir besoin de mes slides. Et donc pour ça, traditionnellement, c'est surtout ce que font nos amis du marketing, et c'est vrai dans toutes les entreprises, on va faire ce qu'on appelle de la prédiction. C'est-à-dire que les modèles aujourd'hui consistent à regarder un peu le passé, et puis de se dire, bah tiens, si hier était comme ça, je prolonge ma ligne, alors demain devrait ressembler peu ou prou à ce que j'ai vécu hier. Donc je prends les données et les modèles du passé, voire du présent, et je projette comme ça un avenir. C'est ce qu'on appelle la prédiction. Or, on voit qu'aujourd'hui, avec le Covid, la guerre en Ukraine, ces modèles échouent. Pourquoi ? Parce que même si on pouvait se dire qu'un jour ou l'autre, il y aurait une grande épidémie ou il y aurait une guerre en Europe, personne n'avait vraiment fait de plan. Et donc on va revenir aujourd'hui sur des méthodes qui étaient utilisées plutôt pendant la guerre froide, dans lesquelles les armées, à l'époque où il y avait un conflit larvé entre l'OTAN et puis le pacte de Varsovie, les armées, elles, essaient toujours de se tenir prêtes, et donc elles font des scénarios. Et elles se disent, tiens, si demain la Russie envahit l'Ukraine, qu'est-ce que je devrais faire ? Et donc on va retrouver ça dans le monde économique aujourd'hui. Il y a un regain d'intérêt pour ces méthodes de planification stratégique qui s'appuient non plus sur une démarche de prédiction, mais sur une démarche de prévision. Et donc d'essayer d'avoir un certain nombre de visions, de scénarios, et de partir de ces visions pour voilà. Il faut monter et descendre. Hop, moi j'ai monté. Non, je vais descendre alors.
Voilà. Imaginez finalement un futur, alors c'est aussi le titre je crois de cette semaine, hein, qu'on va essayer d'être désirable, alors désirable pour nos clients, mais désirable aussi pour la société. On va essayer d'éviter de pousser des innovations qui seraient complètement en désaccord avec les aspirations de la société. Donc ce désirable, dans un monde, alors on va dire 2035, 2050, on va essayer d'aller à 10, 15, 20 ans en fonction de grandes échéances, et souvent il est façonné par l'extérieur. C'est l'Europe qui choisit d'être net zéro en 2050, ou c'est le monde, et quelque part c'est une contrainte qui va m'être imposée demain. Donc je dois en tenir compte dans mes plans, et je dois essayer de trouver pour mon entreprise un modèle économique qui va être viable. Donc là-dedans, comprendre comment mon entreprise va continuer à vendre des produits ou des services. Et une fois que j'ai fait ça, je reviens à aujourd'hui et je me dis, bon, pour être prêt avec ce modèle d'affaires dans ce monde de demain que j'ai imaginé, et peut-être dans ces mondes de demain que j'ai imaginés, je vais construire ma roadmap technologique, c'est-à-dire c'est quoi les technologies dont j'ai besoin pour arriver à mon objectif. Donc vous n'avez peut-être pas encore vu, vous retrouvez là aussi les mots-clés du design thinking. Donc chaque fois que vous posez la question innovation, il faut que ce soit désirable, il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de s'en servir, il faut que ce soit viable économiquement et il faut que ce soit faisable. Et bien sûr, le monde change chaque année, donc ce sont des processus itératifs. Chaque année, on se repose la question des technologies émergentes, des changements d'environnement qui changeraient cette vision du futur. Alors, le principal facteur qui va influencer notre réflexion, bien sûr, aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. J'ai pas mes petites animations, c'est dommage, tant pis. On voyait ici gigoter à gauche les élévations de température, mais vous n'êtes pas sans savoir que le climat se réchauffe et que la molécule de gaz carbonique qui est responsable de ce réchauffement climatique, elle a la mauvaise idée d'être extrêmement stable. Et donc une fois qu'elle est mise dans l'atmosphère, elle va y rester pendant des milliers d'années. Ce qui fait qu'en fait, on parle d'un budget carbone, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a un maximum de carbone qu'on peut émettre, au-delà duquel on ne pourra pas revenir en arrière. Et donc, on s'était fixé aux accords de Paris un certain budget, et donc à l'époque où cette courbe avait été faite, on était en 2017, vous voyez la courbe en vert 2016, ça c'était le carbone qui restait à l'humanité à émettre pour rester dans la limite des 1,5 degré. Si vous avez lu un peu la presse récemment, aujourd'hui le réchauffement climatique moyen de la France est déjà d'1,7 degré. Donc la France a déjà dépassé en fait tout ça. Ici on parle d'un réchauffement moyen planétaire. En 2020 on n'avait toujours rien fait, on avait continué à émettre, donc on avait encore moins de temps pour réduire les émissions. On a eu la chance d'avoir le Covid du point de vue de la planète, donc on a eu un petit creux en 2021-22. Mais aujourd'hui, tout le monde est assez d'accord pour dire qu'on va échouer à maintenir ce réchauffement en dessous des 1,5 degré. On commence à parler des 2 degrés. Et encore une fois, si vous suivez l'actualité, le gouvernement français prépare la France à un plus 4 degrés. Donc, voilà, il est urgent quand même de bouger, puisque encore une fois, on parle de température moyenne, donc on voit ce qu'on vit en ce moment. Hein. On a eu les jours les plus chauds de l'histoire de l'humanité ces derniers temps. Donc il va falloir commencer à faire quelque chose. Alors pourquoi c'est important dans les transports ? Ici, vous regardez en fait qui est responsable de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc ma courbe de gauche commence en 2010, sinon on verrait bien sûr une très forte contribution des pays qu'on appelle aujourd'hui développés, donc l'Europe, les États-Unis, le Japon, qui ont massivement pollué pendant leur révolution industrielle et qui après, Raphaël l'a dit en filigrane, ont massivement désindustrialisé au profit de la Chine par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a un retournement aujourd'hui des contributeurs, mais on a en tant que Français quelque part historiquement une responsabilité. Mais si maintenant on se concentre sur le secteur qui pollue, au-delà des pays, aujourd'hui les transports sont responsables de 25% des émissions. Et dans des pays comme la France, où l'énergie est massivement décarbonée grâce au nucléaire, c'est 30% des émissions. Et vous voyez que c'est assez stable dans la répartition. Et qui parmi les transports pollue ? Alors on n'est pas là pour vendre du rail, mais c'est vrai qu'on pointe souvent du doigt l'aérien, mais c'est la voiture en fait le coupable. Puisque vous voyez la courbe vert foncé, c'est d'abord la mobilité routière, et donc la voiture puis le camion, qui émettent massivement des gaz à effet de serre. L'avion étant très fort quand on ramène ça ou à l'utilité ou au nombre de passagers. Donc malgré tout, côté ferroviaire, on s'intéresse à la question, et aujourd'hui, mon propos, c'est pas tellement de blâmer l'un ou l'autre, mais d'expliquer pourquoi on en est là. Donc pour ceux qui ont un peu de temps, je vous conseille la thèse d'Aurélien Bigot,
qui est excellente sur le sujet des mobilités, donc qui était très centrée sur la France, il prend du recul maintenant sur l'Europe. Mais si vous regardez le changement de paradigme, il a lieu quelque part autour de la Seconde Guerre mondiale. En fait, mes parents, vos grands-parents, voire mes grands-parents aussi, avant marchaient. En fait, quand vous regardez le déplacement moyen d'un Français avant les années 40, c'était 4-5 km par jour. Et donc ces 4-5 km par jour, ils les faisaient comment? Ils les faisaient en marchant ou à vélo. Et si vous interrogez vos grands-parents, ils vous raconteront peut-être qu'ils allaient à l'école en vélo et qu'en fait tout se faisait à pied. Et puis, on va dire à partir des années 50-60 et l'arrivée du pétrole, et puis en France on parle beaucoup de Pompidou, ils sont tous voitures, on a sorti les tramways, les transports publics des villes, et puis on a commencé à ouvrir le champ aux voitures, on a construit des banlieues dortoirs, des zones commerciales en dehors du centre-ville, les gens sont devenus de plus en plus mobiles, et assez brutalement, l'espace d'une trentaine d'années, le Français moyen il faisait plus de 4 km par jour, il en faisait 40. Et donc aujourd'hui on est dans la situation où on se dit il faudrait revenir aux mobilités actives, il faudrait faire autrement, sauf qu'on a construit une société qui est complètement inadaptée à ce mode de vie-là. Et si on était aux États-Unis, ce serait encore pire. Si vous allez à Miami, par exemple, il n'y a même pas de trottoir pour marcher. Donc c'est le tout voiture. Donc c'est simplifier le problème que de dire c'est facile, on va revenir aux mobilités actives, ou on n'a qu'à dire aux gens de se débarrasser de leur voiture, parce que ce que je raconte pour la vie est encore pire dans les zones rurales, où là il n'y a quasiment pas de solution. Donc c'est d'abord un problème sociétal, et qui aujourd'hui, alors c'est pas mis à jour, ça il faudrait que je le mette à jour dans les jours qui viennent, et qui n'est pas tellement pris en compte par le politique, en tout cas, il a tout à fait conscience du fait que on va pas, on n'a pas beaucoup de leviers d'action. Donc ici, vous avez à droite ce joli tableau avec plein de chiffres, qui est, et c'est paradoxal, la stratégie nationale bas carbone de la France, dont le dernier plan qui s'appelle AME, avec mesures existantes, qui a été édité en 2021. Et si vous regardez, si vous avez une bonne vue, vous regardez par exemple la ligne aérienne, vous voyez que dans sa stratégie nationale bas carbone, la France a imaginé qu'en 2050, on aurait 50% de plus de passagers aériens en France. Et la part modale de l'aérien va passer de 1,6 à 1,8. C'est-à-dire que dans sa stratégie nationale bas carbone, la France imagine qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont prendre l'avion, voire même une augmentation de sa part modale. Et à la marge, les solutions décarbonées, donc les transports publics, vont gagner un tout petit peu. Et pourquoi? C'est au dépend de la route, et c'est d'abord lié à la congestion. Pas du tout, et pourtant c'est la stratégie bas carbone à une volonté de décarboner. Donc ça c'est c'est la stratégie de la France. Alors elle est obsolète puisque l'Europe depuis a fait son Fit for 55 qui prévoit une réduction de 55% des émissions de carbone à horizon 2030. Donc la stratégie nationale bas carbone était déjà de la France, c'est quasiment impossible à tenir, elle va l'être encore plus. Elle est surtout pas compatible avec la stratégie européenne à laquelle la France est engagée à adhérer. Donc il y a une remise à jour en ce moment de cette stratégie nationale bas carbone. On va voir ce qu'ils vont nous proposer, ça paraît très compliqué. Alors, comment on doit s'y prendre pour décarboner les mobilités? On a une stratégie qu'on peut voir au niveau européen en 3 grandes phases, ou ce qu'on appelle l'équation de Kaya, qui est plutôt en 5 blocs. Donc l'Europe dit, il y a 3 façons de le faire, on peut éviter de se déplacer, on peut faire un report modal, ou on peut améliorer par la technologie les solutions existantes. Décomposer en 5 grandes cases, éviter, ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne vais pas me déplacer. Le report, c'est un report modal, c'est-à-dire je prenais une voiture, je prends un transport public, je prenais l'avion, je prends un train à grande vitesse, donc je vais un report vers une solution ou un véhicule qui est plus décarboné. Ou je peux aussi faire un report sur l'énergie. J'utilisais du diesel, j'utilise un biodiesel, j'utilisais de l'essence, j'utilise un véhicule électrique. On peut aussi améliorer, donc c'est l'efficacité énergétique. Je réduis finalement, j'améliore l'aérodynamique, je réduis la masse, et donc mon véhicule est plus efficace. Ou alors je fais du remplissage. Aujourd'hui en France, ce qu'on appelle les commuteurs, ces gens qui vont travailler, en moyenne une voiture, au moment de ce commuting, c'est 1,1 passager par voiture. En moyenne c'est 1,4. Ça veut dire qu'il n'y a même pas 2 passagers dans une voiture. On pourrait faire mieux. Donc ça, c'est les 5 grands leviers. Et si on regarde comment ces 5 grands leviers se sont comportés ces 25 dernières années, ce qui là est utile, si je me dis demain je veux faire mieux, comment j'ai fait dans le passé, on s'aperçoit qu'ils ont été assez inefficaces. Donc la demande en transport n'a fait qu'augmenter de façon colossale, c'est la courbe rouge. Pourquoi? Parce que la population a augmenté et parce qu'on a eu une croissance économique. Et quand les gens ont de l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une voiture et ils veulent partir en vacances en avion. Donc ils se déplacent plus et ils vont vers des modes plutôt carbonés.
S'il y a pour conséquence une augmentation des émissions de carbone en bleu, hein, donc à gauche, leurs données, c'est un rapport. C'est-à-dire que ça compare par rapport à l'année précédente. Donc tous les ans, les émissions en France liées au transport n'ont fait qu'augmenter. Et si on regarde les leviers qui auraient pu contribuer à la baisse, le report modal, là aussi, a joué plutôt en défaveur. C'est toujours la même chose. Hein. Si j'ai les moyens d'acheter une deuxième voiture, bah, j'achète une deuxième voiture, donc j'ai moins de personnes dans la voiture familiale. Alors l'intensité carbone a légèrement baissé. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 90, dans l'automobile, dans les carburants, on a commencé à introduire des biocarburants. Si vous allez à la pompe, vous allez voir que vous allez mettre dans votre réservoir de l'E10, ça veut dire que j'ai 10% d'éthanol dans mon essence, ou du B7, ça veut dire que j'ai 7% de biodiesel dans mon diesel. Donc les moins 5% que vous voyez là, grosso modo, c'est l'introduction de biocarburants en pré-mélange directement dans les carburants automobiles. Et puis après l'efficacité énergétique et le taux de remplissage, bah, il a fait moins 10% en 25 ans. Vous allez voir qu'on va lui demander de faire 60-70% en 10 ans. Et pourquoi le taux de remplissage c'est plutôt négatif pour l'automobile, c'est plutôt très positif pour l'aérien. Les compagnies low cost aériennes, elles essaient de bourrer les avions, donc c'est ce qu'on appelle le yield management. Donc il y a des modes de transport qui l'ont très très bien fait. C'est l'essentiel des gains en émissions des avions, c'est le remplissage des avions. Par contre, efficacité énergétique, c'est pareil, hein, si vous regardez un peu, vous intéressez à la question, nos voitures ont tendance à grossir, elles sont plus lourdes parce qu'on veut la climatisation, des airbags, et donc elles sont de moins en moins efficaces énergétiquement. Et puis la forme de la voiture, on la connaît bien maintenant depuis une centaine d'années, donc l'aérodynamique, la résistance au frottement, on touche un peu du doigt les limites et on sait qu'on n'ira pas tellement mieux. Alors j'ai essayé d'accélérer un petit peu, mais tout ça c'est pour vous dire que maintenant si on prend de la hauteur, on se met au niveau du monde. L'OCDE a un très bel outlook, donc ils ont un forum, l'International Transport Forum, qui essaie chaque année de prédire la demande en transport. Et vous voyez que cette demande en transport, elle va exploser d'ici 2050. Pourquoi? Parce que notre bonne vieille Terre, elle va accueillir 10 milliards d'habitants alors qu'on était 8 milliards, et que bah, on s'imagine qu'on va continuer à avoir une croissance du PIB de 3%. Donc ce qui a marché pour la France va marcher pour le monde. On va avoir plus de gens, plus riches, qui vont vouloir plus se déplacer. Donc la demande en transport, elle va exploser. Et donc ils ont deux scénarios, même un scénario où on irait contraindre fortement la mobilité par des règles, etc. On a quand même là plus 65 d'augmentation de la demande en passagers. Donc ce qui va poser le problème suivant, on l'a vu, de la maîtrise des émissions dans le secteur des transports. Et si maintenant on regarde la nature de cette demande, ou qu'est-ce qui ferait que les gens pourraient changer, arbitrer, on s'aperçoit malheureusement que quoi qu'on en dise, bah, les gens ils s'en foutent en fait du développement durable. Si demain je propose un billet d'avion à 20 € pour aller à Hawaï, je suis sûr que je vais remplir mon avion à 20 €. Si on regarde comment les gens arbitrent dans leur choix de mode de transport, donc ça c'est une étude McKinsey, et ensuite, parce que les jeunes rigolent, mais en dessous c'est chez les moins de 40 ans, donc c'est Crédit Suisse, tout le monde finalement va d'abord prioriser le moins cher. Puis après, on va trouver le confort, la sécurité, la fiabilité, l'indépendance, la disponibilité. Et développement durable, ça vient en 8e position. Ce qui est surprenant aussi, c'est que dans les pays dits riches, c'est moins de 10% des gens qui vont s'en occuper, alors que dans les pays dits émergents, donc on le voit en Chine, on le voit aussi en Inde, on va être à presque 20% de gens qui sont prêts finalement à choisir un mode décarboné, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Et pour beaucoup, c'est parce qu'ils la vivent déjà, en fait, cette pollution. Il suffit d'aller dans les villes chinoises pour s'apercevoir que chez eux, la pollution de l'air, c'est une réalité. Certains disent aussi que c'est parce qu'ils sont beaucoup plus habitués à la contrainte et ils sont plus prêts à l'accepter. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le débat ou le combat du report modal, il n'est pas tant dans l'interdiction, il est plutôt de faire en sorte que les solutions de transport décarboné soient peut-être les plus confortables, les moins chères, les plus facilement accessibles. D'abord. Si maintenant je regarde donc le report modal tel qu'il est imaginé par l'OCDE, bah, à l'aune de ce que j'ai dit, en fait, l'OCDE n'envisage absolument pas un report modal de qui que ce soit vers quoi que ce soit. On est dans la copie conforme de ce que je vous montrais pour la France. Donc demain, finalement, on continuera, d'après eux, à se déplacer exactement comme on se déplaçait hier. Rien de nouveau sous le soleil. À la marge, on va le voir, je crois, sur le suivant. Donc quand on va s'intéresser au mode de déplacement en fonction des distances. Bien sûr, lorsqu'on veut se déplacer au-delà de 3000 km, c'est l'avion qui règne en maître, hein, sauf peut-être quelques acharnés qui arriveront à rouler 3000 km dans leur voiture, ou quelques-uns qui feront un tour du monde en train, mais ça ne sera pas beaucoup. Et le débat, en fait, il se focalise sur l'urbain,
où là, éventuellement, on anticipe un gros report modal de la voiture vers les trains ou les bus. Mais là encore, c'est la congestion. Au bout d'un moment, alors on pourrait vous montrer des graphes, hein, mais une ligne de RER, le RER A en France, c'est 1,4 million de passagers par jour. Si vous vouliez faire la même chose en voiture, ça serait 8 ou 9 lignes d'autoroute. Donc c'est ce que montrait Raphaël. Les villes, surtout aujourd'hui on dit Le Caire, ça sera 25 millions d'habitants, Lagos 25 millions d'habitants. Ces villes explosent sous la demande de mobilité et n'ont pas d'autre solution que le tramway, le RER ou le métro. Donc c'est d'abord la congestion qui explique le report en fait de la route vers le rail. Un petit peu aussi sur le régional, on a la même situation. Donc autre solution pour décarboner, l'intensité de l'énergie. Donc c'est pareil, je vais essayer d'aller un peu vite, je pense que je suis déjà en train de déborder, presque. L'énergie décarbonée est une énergie qui va être extrêmement rare. Donc on a une solution rapide qui est disponible, qui est l'électrification et les batteries. On a d'autres solutions, je vais un peu faire un petit focus là-dessus pour les ingénieurs que vous êtes, qui seraient d'utiliser des carburants qu'on va appeler neutres en carbone, donc les biocarburants, l'hydrogène, les carburants de synthèse. Sauf qu'en fait, et on le verra, il s'appuie sur une matière première qui est extrêmement rare. De l'électricité verte, de l'hydrogène vert, de la biomasse, pour les carburants de synthèse, du CO2 capturé dans l'air. Et donc, à un moment donné, ça ne passera pas. Donc là, c'est des courbes de l'Agence internationale pour l'énergie, qui a essayé de répartir cette énergie en fonction des modes de transport. En disant, si on veut décarboner les transports au global, voilà la règle du jeu. La règle du jeu, c'est tout ce qui peut être branché à une prise, on va le brancher à une prise. Et donc, c'est le transport terrestre. Donc, c'est le train, c'est la voiture et, dans une moindre mesure, c'est les camions. Donc, sous cela, ils doivent s'électrifier. Donc, d'abord batterie, pour le train caténaire, et puis pile à combustible. Je pense que vous avez dû, si vous intéressez, entendre parler des débats qu'on a sur les carburants de synthèse pour les constructeurs automobiles, donc Porsche en demande, etc. Donc on voit déjà qu'à peine on a mis des règles du jeu, les gens essaient de tricher, et l'interdiction des moteurs à combustion interne vient de là. C'est-à-dire que oui, il y a des technologies pour qu'une voiture soit neutre en carbone, et oui, on pourrait utiliser demain des biocarburants ou des carburants de synthèse en 2036 ou 2037 dans des voitures, sauf que si on fait ça, eh ben, on n'en a pas pour les petits copains, c'est-à-dire le maritime et l'aviation, qui, eux, n'ont pas d'autre solution. Et donc, la biomasse, l'hydrogène, doit être réservée à ceux qu'on peut très difficilement décarboner, parce qu'ils ne sont pas branchables. Hein. Donc, le maritime et l'aéronautique. Donc, bien, je pense que vous avez entendu parler de l'avion à hydrogène, mais l'avion à hydrogène... Bon, il y a beaucoup d'amis chez Airbus, je ne vais pas leur taper dessus, mais déjà dans sa roadmap, il sort plutôt en 2050. Ensuite, pour beaucoup, il est complètement infaisable. Ensuite, si vous regardez bien, c'est d'abord un projet d'Airbus. Vous n'entendrez aucune compagnie aérienne, j'étais encore avec Air France il n'y a pas très longtemps, qui a l'avion à hydrogène dans sa roadmap. Et si vous regardez le syndicat des compagnies aériennes ou même Boeing, la décarbonation de l'aéronautique, c'est ce qu'on appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuel. Donc ce sont d'abord des biocarburants, puis des carburants de synthèse. Donc l'hydrogène arrivera, quoi qu'il arrive, beaucoup, beaucoup trop tard. Donc c'est pour ça que vous voyez sur cette courbe-là, en 2050, que tout ce qui va être biocarburant et en jaune, carburant de synthèse, c'est pour l'aéronautique. Et il y a une petite subtilité pour le maritime qui peut utiliser de l'ammoniac, qui lui utilisera aussi de l'ammoniac. Tout ça pour dire que lorsque vous vous posez la question de décarboner un mode de transport, il ne faut pas vous poser la question de votre mode de transport à vous, mais bien en fait de l'ensemble et de la disponibilité de la ressource. Donc nous, on entend parler de biodiesel, par exemple, dans le ferroviaire. Ben, en fait, c'est absurde, parce que ce biodiesel-là, il sera beaucoup mieux utilisé ailleurs. Alors, rapidement, pourquoi on en est là? En fait, vous avez à droite quelques chiffres. Donc, vous voyez ici deux choses qui nous intéressent tout particulièrement. C'est la densité énergétique volumique et la densité énergétique massique des carburants disponibles, on va dire, à l'état liquide. Et vous voyez complètement à droite l'essence, le diesel et le kérosène dans la zone verte. Et vous voyez par exemple la batterie. Vous avez 100 fois moins d'énergie dans 1 kg de batterie que dans 1 kg d'essence. Et c'est quelque part là tout le problème. Et donc tous les carburants alternatifs qu'on a sous la main, ils dégradent l'un ou l'autre, voire les deux. Donc on n'a pas pléthore de choix et on va nécessairement vers des choses plus complexes et moins performantes que l'essence, le diesel et le kérosène. Donc en termes de carburant neutre en carbone, qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut faire de l'hydrogène. Il y a toute une famille des couleurs d'hydrogène. Donc bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est un hydrogène vert, c'est-à-dire un hydrogène fabriqué par électrolyse de l'eau. Donc on utilise l'électricité verte pour créer l'hydrogène à partir de l'eau. Le problème, c'est que cet hydrogène, il est en compétition avec beaucoup d'autres secteurs. C'est d'abord une matière première. C'est avec l'hydrogène qu'on fabrique nos engrais. C'est avec l'hydrogène qu'on veut décarboner nos aciéries. Donc cet hydrogène, il va d'abord être utilisé dans des secteurs industriels qui ne sont pas ceux de la mobilité. Et s'il en reste, il ira vers la mobilité et probablement faire des carburants de synthèse. Après, il y a les biocarburants. Il y a toute une famille de biocarburants, première génération, deuxième génération et aussi une troisième génération. Donc la première génération, elle n'est pas sympa, elle est arrivée il y a maintenant presque une vingtaine d'années. Elle s'appuie sur des ressources agricoles, alimentaires, pour faire de l'énergie. Donc je fais pousser des betteraves, je fais pousser des cannes à sucre, je récupère du sucre, je fermente ce sucre, je fais de l'éthanol, et cet éthanol, je le mélange à de l'essence. Sauf que voilà, j'ai utilisé de la nourriture pour faire de l'énergie, ou alors, vous voyez les champs de colza qu'on a un peu partout en France, ou voire l'huile de palme, je fais de l'huile, cette huile, je l'hydrogène et je la transforme en biodiesel. Donc on vient directement impacter des ressources alimentaires, et donc ça aujourd'hui, avec surtout dans un contexte de réchauffement climatique, où les surfaces agricoles sont soumises à une grosse compétition. On veut nourrir de plus en plus de gens, on a de moins en moins d'eau, une érosion des sols, donc c'est difficilement concevable. Donc ceux-là ont été abandonnés ou quasiment abandonnés. Vous entendez peut-être parler, Airbus dit souvent qu'ils font voler leurs avions à l'huile de friture. C'est ce qu'on appelle les HVO. Donc on utilise en fait une huile de cuisson, on rajoute de l'hydrogène et on fait un super biocarburant. Sauf qu'il va falloir manger beaucoup de frites si on veut vraiment alimenter tous les avions en HVO. C'est une ressource qui marche pour faire voler un avion une fois, mais absolument pas de façon pérenne. Donc on attaque la deuxième génération qui est d'utiliser des résidus, donc de bois, de paille. Sauf que là encore, des résidus, en fait, la nature, elle n'a pas de déchets. Si vous regardez le cycle végétatif d'un arbre, il laisse tomber ses feuilles à ses pieds. Pourquoi? Parce que ensuite ces feuilles vont être décomposées, réintégrées dans les sols, et c'est les nutriments de l'arbre pour le printemps. C'est pour ça qu'en automne, il laisse tomber ses feuilles et il les récupère au printemps. Si maintenant il y a un jardinier qui passe, qui lui pique ses feuilles pour faire du biocarburant, en fait l'arbre il n'est pas content. S'il pouvait mettre des coups de pied au cul au jardinier, il le ferait, il ne peut pas. Et donc qu'est-ce qui se passe? Comme je retire la biomasse de mes sols, c'est pareil, quand je viens faucher, déraciner, enlever, on met des engrais. Parce que le sol s'appauvrit et il faut à nouveau rajouter de la matière organique. Et les engrais, c'est quoi? C'est du pétrole et en fait, on tourne en rond. Donc les biocarburants sont une solution, on dit, de transition, mais absolument pas une solution pérenne. Et il nous reste le Graal, donc le carburant de synthèse. Donc là, on est sur une matière première qui est 100% minérale, mais qui s'appuie sur des technologies qui sont aujourd'hui complètement immatures. Donc l'idée cette fois-ci, c'est de se dire, je vais avoir de l'hydrogène, parce que cet hydrogène, je vais faire de l'électrolyse de l'eau avec des énergies renouvelables. Maintenant, il me faut du carbone. Donc je vais prendre du CO2 dans l'air, c'est ce qui s'appelle le Direct Air Carbon Capture. Pour l'instant, c'est une technologie qui est très immature, qu'on imagine peut-être viable en 2030, 40, 50. Donc là aussi, on va consommer énormément d'énergie. Et si je prends de l'hydrogène, du CO2, je rajoute encore de l'énergie, je secoue très fort, je fais un hydrocarbure et j'émets de la vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle les carburants de synthèse. On peut faire la même chose avec de l'azote, de l'air, de l'hydrogène, et on fait de l'ammoniac qu'on peut brûler dans un moteur à combustion pour le maritime. Donc ces carburants de synthèse ont la vertu de s'appuyer que sur, on va dire, des ressources minérales. Mais le problème, c'est qu'ils sont extrêmement énergivores et que ce sont des technologies aujourd'hui immatures et qu'on ne sait pas faire en volume. Donc il va falloir des décennies avant qu'ils arrivent à maturité. Donc on va dire que l'intensité carbone, c'est un sujet qui est horriblement complexe. Donc il nous reste l'efficacité énergétique qui rejoint le sujet précédent. Donc je l'ai dit, et tout ce qui va être résistance au frottement, à l'avancement aérodynamique, ça fait une centaine d'années qu'on est dessus. On peut aller chercher quelques pourcents, mais on n'aura jamais ce qu'il nous faut pour décarboner les mobilités. Donc il nous reste le moteur électrique. Le moteur électrique, on peut le voir comme une décarbonation de l'énergie. Mais aujourd'hui, un moteur classique, cycle de Carnot, c'est 30% de rendement à peu près, par rapport à l'énergie qu'il y a dans les réservoirs. Un moteur électrique, c'est 80%. Donc tout de suite, si on électrifie, et c'est pour ça encore que pour les voitures on part d'électrification, là vous avez un schéma compliqué qui va de la prise à la roue. Si vous regardez le cycle d'un carburant de synthèse idéal, si vous avez 1 d'énergie à gauche, à la prise, et que vous servez de cette énergie d'abord pour faire un carburant de synthèse,
puis ensuite de brûler ce carburant dans un moteur à combustion interne, vous arrivez à un rendement de 16%. Si maintenant cette énergie électrique, vous la stockez dans une batterie et votre voiture roule avec un moteur électrique, vous avez un rendement de 80%. Il peut revenir à ce que disait Raphaël. Demain, on va surtout chercher, et je rappelle que dans le plan de sobriété de la France, enfin dans le plan énergétique de la France, la vision RTE, il y a 40% d'énergie qui doit être économisée en demande. Bah, le moteur électrique est une solution d'efficacité énergétique avant tout, en fait. Alors, ça veut dire quoi concrètement? En fait, on est déjà capable, je dirais, de faire ces solutions-là. Je vous ai mis, on va dire, un exemple de synthèse côté Alstom. Si vous regardez le nouveau TGV, qui devrait rouler en 2025 sur vos lignes préférées, comment on adresse le taux de remplissage ou la demande de transport? On met plus de gens dans le même train. Donc ce TGV aura 20% de capacité en plus. Alors, il sera en plus moins cher, moins de maintenance, et beaucoup moins énergivore. Donc on peut travailler sur il y a un gros travail qui a été fait sur l'aérodynamique, sur l'allègement, mais aussi sur les convertisseurs de puissance. Et donc il y a aussi l'expérience passager, comme on l'a dit, qui est un critère clé de choix. L'arbitrage aussi, souvent en énergie, on va opposer les énergies. Si vous regardez un peu les réseaux sociaux, vous allez trouver plein de gens qui vont vous dire non mais l'hydrogène c'est complètement con. Alors je ne l'ai pas dit en fait, mais le rendement d'une pile à combustible, grosso modo, de la prise à la roue, c'est 25%. Une électrolyse, c'est 60%, donc convertir de l'eau finalement en hydrogène, vous perdez 60, enfin vous avez un rendement de 60%, la pile a un rendement de 50% et vous perdez au passage 10% sur le moteur électrique et les accessoires. Donc c'est 25%. Donc il y a des gens qui disent mais c'est con de mettre de l'hydrogène puisqu'il faudrait mettre une batterie ou faire une électrification directe. Sauf qu'en fait, quand on connaît un peu le sujet, on est sur des technologies qui sont complémentaires et qui ne s'opposent pas. Nous, on a un petit graphe un peu simple, une petite matrice à 2 dimensions, dans lequel vous voyez en bas l'usage de la ligne ferroviaire. Si vous avez un train toutes les heures, ça vaut probablement le coup d'électrifier, puisqu'en fait, électrifier une ligne, mettre une caténaire, c'est, alors on dit 1 million d'euros par kilomètre, c'est challengé, mais en tout cas, ça coûte très cher. Donc vous ne le faites que si vous avez un retour sur investissement, donc des passagers. Donc en fonction de l'usage de la ligne et en fonction du profil de mission, l'autonomie que vous demandez à votre train, est-ce qu'il va rouler 80 km sans caténaire ou est-ce qu'il va rouler 500 km? On voit que c'est batterie ou hydrogène. Et grosso modo, dès que vous avez suffisamment de monde, vous électrifiez. S'il n'y a pas beaucoup de monde et des petites distances, c'est la batterie. S'il n'y a pas beaucoup de monde et beaucoup de distances, c'est l'hydrogène. Mais ces technologies ne sont pas concurrentes, elles sont complémentaires. C'est pour ça que chez Alstom, je vous ai mis 3 trains Alstom, on fait les 3. Et finalement, pour conclure, j'espère que je n'ai pas été trop long, aujourd'hui, ce que je voulais vous faire toucher du doigt, c'est que finalement, lorsqu'on regarde les différentes solutions pour décarboner les mobilités, il n'y en a qu'une seule qui est sociétalement acceptable, c'est décarboner l'énergie. Si je dois jouer sur la demande de transport, je vais faire ce que dit Jean-Marc Jancovici, maintenant c'est 3 voyages en avion dans votre vie et puis c'est terminé. C'est ça ce qu'on appelle jouer sur la demande de transport, ou c'est interdire aux gens de se déplacer, j'en sais rien, le week-end, donc ça, sociétalement inacceptable. Le report modal, ça veut dire que c'est ce que essaie de faire l'État, par exemple, avec le train à grande vitesse et l'avion, c'est de dire aux gens, non, si vous avez un TGV qui propose le même trajet en 2h30, interdit de prendre l'avion. On voit que ça ne marche pas, les compagnies aériennes le contournent, et finalement, cette grande mesure, elle touche 2% des vols nationaux, et elle n'ira pas plus loin, avec 20 000 exceptions. Donc on ne peut pas forcer les gens à utiliser tel ou tel, en tout cas, le politique ne veut pas le faire. Le taux de remplissage, surtout après le Covid, si je vous dis maintenant c'est Blablacar obligatoire et c'est 4 dans la voiture et puis c'est tout, c'est pareil, tout le monde va gueuler et on va dire oui mais lui il a toussé donc je ne vais pas monter dans sa voiture, ou il va me violer ou je ne sais pas. Donc là aussi très difficile, efficacité énergétique, sauf à électrifier, on va dire que la corde est usée, ça fait 100 ans qu'on fait ça, on ne va pas trouver un truc révolutionnaire demain, donc il nous reste quoi? Décarboner l'énergie. Et donc si vous regardez aujourd'hui toutes les annonces, toutes, et tous les milliards qui sont injectés, c'est quoi? C'est hydrogène et batterie. Parce que c'est la solution qui est sociétalement acceptable. Et pourtant, on sait qu'on n'a pas assez de lithium, qu'on n'a pas assez d'hydrogène, qu'on n'a pas assez d'électricité verte, et qu'on n'y arrivera pas. Mais pour l'instant, on a besoin peut-être de taper le mur pour se dire, peut-être qu'on va essayer le report modal ou qu'on va essayer autre chose. Donc ça,
voilà, je pense que demain, vous êtes ingénieur, vous allez intervenir, vous allez réfléchir. Et je vous invite à aussi souvent à prendre du recul et à interroger votre métier au-delà et de comprendre un peu ces enjeux. En tout cas, nous, chez Alstom, on essaie de se battre pour alerter. On n'est pas toujours écouté, même pas du tout. Mais c'était un peu une conclusion, j'espère pas trop négative, à mon propos. Merci beaucoup, Mickaël. Après cette présentation très riche, je pense qu'on va pouvoir passer directement à la table ronde, juste le temps qu'on installe de quoi asseoir nos invités. Donc, nous accueillerons pour la table ronde Mickaël Haddad à nouveau, Raphaël Bernardelli qui a pris la parole tout à l'heure, et puis un invité qui se présentera lui-même. Et comme ça, je laisse un peu de suspense. Et un autre invité que je nomme Simon, qui viendra se joindre à nous et qui animera ces discussions. Simon étant un étudiant de 3e année, et j'espère que vous prendrez 4e maintenant, ouais, c'est vrai, ça y est, t'as terminé. Ouais. Et qui vous tendra le micro, et moi je vous tendrai le micro également pour que vous puissiez poser vos questions, interagir sur les sujets qui vont être abordés à partir de maintenant. Messieurs, je vous invite à prendre place progressivement au fil des sièges qui s'installent. On aura 2 micros. Il faudra que vous les passiez. Est-ce que celui-là? Oui, c'est bon. Non. Bon, on a besoin d'un grand spécialiste du micro. Bonjour à vous. Donc, je m'appelle Benoît Descourvières, je suis de la Cluny 187. Et donc, au sein de la SOS, je suis le président du groupe professionnel Transport et Mobilité. Donc, raison de ma présence ici. J'espère que vous connaissez les groupes professionnels, hein, donc qui font le maillage matriciel avec les groupes territoriaux. Il y a à peu près une vingtaine de groupes professionnels qui sont actifs. Et donc le groupe professionnel Transport et Mobilité a pour objectif de faire rayonner les métiers du transport et de la mobilité. Et on est basé plutôt sur 2 types d'actions. La première action, c'est de faire des conférences plutôt mensuelles. Raphaël, par exemple, est intervenu donc dans le cadre d'une de nos conférences, et puis de réseauter autour des personnes, quel que soit leur âge, et plutôt les plus jeunes, qui sont intéressés par le transport et la mobilité. Voilà, et donc je vous remercie, je remercie Alstom et l'Enstam de m'accorder cette présence parmi vous. Voilà. Et puis sinon, donc je suis encore actif, bien évidemment, et je travaille à la SNCF, à la direction des audits de sécurité. Après, et j'en suis maintenant donc à 32 ans d'activité, exclusivement dans le domaine des transports. Donc aussi bien donc aux aéroports de Paris, mais également donc sur le métro de Lyon, le métro sans conducteur de Lyon, qui est du matériel Alstom. Et donc en maîtrise d'ouvrage donc au sein de SNCF Réseau, avant d'intégrer la SNCF. Et alors, on m'a juste demandé de jouer un peu le rôle du troublion, soit en termes de prise de hauteur, ou soit pour aller tirer un peu dans les coins, peut-être en complément de l'innovation technique, ou de tout l'apport et le savoir-faire en fait d'Alstom. Donc, je vais essayer de me prêter à cet exercice.
et on ne dira rien, c'est notre client. Donc, Donc pour commencer, Michael a dressé un panorama des défis techniques et technologiques et sociétaux qu'on va devoir relever dans le futur. On va devoir les relever en tant que société, en tant que citoyen, mais aussi peut-être en tant qu'ingénieur. Et c'est par là que je voudrais commencer. Je voudrais qu'on se demande, qu'on prenne un peu la température. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée, de la possibilité de résoudre ce genre de défi uniquement par le biais de progrès technologiques? Donc je vais te laisser commencer, Michael, puisque c'est un peu toi qui as amené ces sujets. Je pense que, bon, j'ai dit, il y a quand même des endroits où on attend la technologie. Là, par exemple, typiquement les batteries, il y a tout le temps des nouvelles technologies qui sortent, il y a des choses qui sont très intéressantes. Donc même si on connaît les limites physiques de ces technologies-là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Encore une fois, j'ai essayé de pas trop opposer les modes de transport. On s'inscrit dans un monde où les citoyens vont avoir envie de prendre toutes ces mobilités-là. Il y a probablement un travail d'optimisation. On va parler du digital, de l'intermodalité, de rendre l'expérience passager sans couture. Donc comment l'orchestration de la mobilité, les systèmes intelligents, la signalisation vont permettre d'augmenter les capacités, d'augmenter en fait la fluidité du transport pour permettre en fait de décarboner en fait, hein, donc de prendre le meilleur moyen de transport au bon moment. On ne fera jamais Paris-New York en train. Par contre, des fois, on pourra substituer. Et puis après, il y a toutes les méthodes d'optimisation, l'intelligence artificielle ou d'autres, qui vont nous permettre d'anticiper des demandes, d'automatiser. Quand on automatise aujourd'hui un train, c'est une réduction de consommation énergétique. Alors, mon chef aime bien me dire que si je prends 2 conducteurs de la SNCF, sur la même ligne avec le même train, en conduite manuelle, on va trouver entre 20 et 30% d'écart de consommation énergétique s'il a freiné au bon moment, s'il a accéléré au bon moment. Et donc l'automatisation avec des aides à la conduite permet de réduire comme ça la facture. Donc il y a encore énormément de sujets qui restent ouverts. Donc des travaux à faire sur l'automatisation et sur de la technologie un peu. Est-ce que, Benoît, tu pourrais nous parler de potentiels progrès techniques sur les techniques, on va dire, brutes, sur les moteurs, sur la transmission? Est-ce qu'on peut imaginer vraiment progresser dans nos défis au travers de ça? On va être quand même un peu résolument optimiste quand même, parce qu'il y a le domaine énergétique, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de progrès techniques. On l'a peu évoqué encore ce soir, mais il y a la question du poids. Je trouve qu'on fait de plus en plus d'efforts grâce à, par exemple, à la modélisation 3D, l'impression 3D pour optimiser en fait les pièces, et on arrive donc à transporter davantage de personnes avec des masses qui sont beaucoup plus faibles. On le voit dans le domaine du ferroviaire, mais on le voit aussi dans d'autres domaines. Et puis bon, quand on regarde un peu les réseaux sociaux, j'ai un peu l'impression que tous les jours, en fait, comme on se sent un peu acculé, on fait preuve d'innovation et on trouve des nouvelles idées. Par exemple, dans le domaine des vélos, j'étais surpris encore hier de voir comme quoi on est en train de faire des cadres de vélos en fibre de lin et en matériel biosourcé, 100% Made in France. Et c'est vrai que c'est des approches qui alors sont petites actuellement, limitées au niveau d'un vélo, mais on peut s'interroger comment, en particulier dans le domaine du ferroviaire, ça pourrait aussi se généraliser. Hein, on le voit il y a eu la présentation, donc là je mets la casquette SNCF, la présentation de... Oui, avec la casquette SNCF, il y a eu la présentation la semaine dernière des nouveaux sièges du TGV, du nouveau TGV. Bon, c'est plus de confort, mais moins lourd, et donc de gain de place et de performance. Ouais, moi, le progrès technique, je pense qu'on a vu, on a cité des exemples, il y en aura toujours. Je pense qu'on peut avoir confiance aux ingénieurs, on est formé pour ça, pour créer. Le problème pour moi, il est dans la vision d'ensemble. Et ce que Michael a montré un peu, c'est petite anecdote, puisqu'avec Michael, on a travaillé sur le plan stratégique du groupe.
Et on s'est dit, on va faire plancher les consultants, les McKinsey, Bain, BCG et compagnie. Alors, pas qu'ils sont plus intelligents que nous, mais en général, ils voient plus de choses que nous par nature, parce qu'ils sont en contact de différents secteurs d'activité. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, on cherche avec des bonnes références par domaine d'activité, mais personne n'a fait l'exercice au global de voir si tout ça fonctionnait. Tous ces enjeux là sur le maritime, sur l'aérien, chacun prend sa ligne droite, sa trajectoire, mais personne vérifie si tout ça match les besoins. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien que le problème, c'est l'énergie. Enfin, pour moi, c'est l'énergie, c'est les ressources. Alors, l'énergie est une ressource d'ailleurs, mais voilà, on voit qu'aujourd'hui, si on veut faire ce net zéro en 2050, il va falloir multiplier par 4, d'après certaines études, enfin entre 3 et 4, on va dire, la production d'énergie électrique décarbonée. Donc c'est pas rien, c'est monstrueux quoi. Et en plus, ça se fait pas, c'est pas que de la production, c'est aussi des problèmes de transmission et de distribution. Aujourd'hui, les réseaux sont pas du tout, personne n'en parle, mais c'est des milliards à dépenser pour mettre à niveau les réseaux. Donc oui, on peut travailler sur la consommation, mais en amont, il y a la production et il y a la transmission. Donc on l'a vu en France avec le débat sur le nucléaire et compagnie, mais c'est un vrai sujet. Deuxième, c'est les ressources, parce que derrière, il faut les ressources minières et les ressources, le jus de cerveau qui va bien. Donc aujourd'hui, on a aussi des problèmes de ce côté-là et personne ne veut vraiment les regarder. Alors oui, on commence à parler du lithium, du cobalt, des graphites, où il va falloir extraire 40 fois plus de lithium pour faire les batteries de demain, ou d'aujourd'hui. Et on sait que d'un point de vue écologique, ça va poser d'énormes problèmes. Et les ressources humaines, on le sait bien pour être dans des cursus ingénieurs, il y a un problème, il y a une pénurie en Europe, alors il y a beaucoup de cerveaux en Inde. En Europe, on a du mal, et je pense que ça fait aussi partie de la stratégie de l'école. Voilà, il va falloir accompagner tout ça. Voilà, ce changement, il n'est pas. Donc moi, je reste confiant sur, je dirais, l'invention, l'ingénieur, mais derrière, il faut organiser tout ça. Et donc le message pour moi, c'est aussi de dire à l'ingénieur, restez pas trop dans votre zone de confort. Ce que disait un peu Michael, investissez-vous, prenez de la hauteur. Et quelque part, il faut aussi qu'on se positionne comme conseiller, modestement, mais je pense qu'on voit qu'il y a eu tellement d'erreurs de fait par le politique ces dernières années. Je citerai personne, mais bon, tout le monde, je pense, aura des exemples en tête, qu'à pas avoir écouté les ingénieurs, et pourtant on a une première ministre qui est ingénieure, mais bon, c'est un peu planté, c'est parce qu'elle a fait ton école, Michael. Mais, elle n'a pas fait les arts. Mais pourtant, elle devrait comprendre et assez plantée. Donc, en tout cas, elle a pris une position qui était un peu contraire à la rationalité, quoi. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est ça qui, pour moi, est l'enjeu, c'est d'aligner tout ça et faire en sorte que ça se parle. Parce qu'effectivement, on est trop en mode silo, personne ne se parle, et ça, c'est le rôle du politique. Raphaël m'a donné des idées. En fait, c'est vrai qu'on a la chance, Raphaël et moi, d'être dans ce qu'on appelle dans les grands groupes, dans des fonctions transversales. Donc, on est ceux qui nous amusons le plus à se promener. Ce matin, enfin, j'ai passé la journée chez Michelin. Il faut pas imaginer les grands groupes comme des choses complètement fermées. On parle d'innovation ouverte. Donc, par exemple, on a un partenariat avec le groupe Safran sur tout ce qui est électronique de puissance. On discute avec Airbus sur la cybersécurité. On va parler avec Renault. Donc en fait, on est complètement ouvert en fait aux autres modes de transport. Et tout ce que je vous ai raconté là, c'est pas moi qui l'ai inventé. Je suis aussi allé prendre leur roadmap, on a échangé. Et on a surtout une très grosse initiative qui s'appelle Iris. Donc pour ceux qui suivent un peu aussi les réseaux sociaux, qui discutent avec des Jean-Marc Jancovici, donc Carbone 4 et Jean-Marc en fait ont imaginé développer une vision du monde. Donc ça sera rendu public d'ici un mois, je pense que vous avez une primeur là. On est aujourd'hui 17 grands groupes. Alors Alstom a été le premier grand groupe à les rejoindre. Donc il y a Danone, il y a le VMH, il y a BNP, il y a Stellantis, il y a Bouygues, il y a Orange. Et tous ensemble, en fait, on s'assoit autour de la table et on imagine comment sera le monde de demain, comment les gens vont se déplacer, se nourrir, se divertir, et essayer de partager en fait nos visions et de se dire, dans ce monde-là, voilà quels seront les usages, voilà ce que voudront faire les gens. Et derrière, avec des chercheurs, donc de l'INRA, de CNRS, il y a tout un tas d'universités, développer des modèles qui vont simuler ces flux. Et dire, demain, si on veut une ressource en biomasse, LVMH va nous dire, moi, pour faire des vêtements ou des sacs, il faudra du lin, du coton. Bouygues va dire, mais moi, je veux construire en bois. Stellantis va dire, moi, il me faut du biocarburant. Nous, je ne sais pas ce qu'on va dire. Et à la fin, on va voir si ça colle, en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, les grands groupes collaborent entre eux. On discute énormément entre nous à travers les think tanks, les organisations, pour essayer de se coordonner, parce que le monde de demain, ce n'est pas Alstom qui va l'imaginer, c'est tous ensemble. Donc je vais rebondir un peu sur ce que disait Raphaël du point de vue de la politique.
mais on a bien compris pendant ta présentation que le simple progrès technique, technologique, le progrès de nos technosciences, il ne va pas être suffisant pour que l'on règle les problématiques énergétiques et d'émissions de CO2 qui s'imposent à nous. Il va falloir aussi qu'il y ait des changements sociétaux. Et donc ces changements sociétaux, ils vont pouvoir s'effectuer au travers du pouvoir public, et donc on rejoint la politique, mais ils pourront aussi advenir par le biais de ce qu'on pourrait appeler le consommateur / citoyen engagé, qui va remettre activement en question son rapport à la mobilité et qui va se poser des questions sur ses besoins. Donc dans un premier temps, est-ce que vous percevez des germes de changement, des attentes des différents usagers de vos solutions de mobilité ? Et dans un second temps, quels pourraient être les leviers, que ce soit politiques, mais aussi des leviers internes à vos organisations privées, qui pourraient soutenir ce genre de changement, ce genre de remise en question ? Raphaël, si tu veux commencer. Je pense que les individus, tout autant qu'on est, avec nos convictions, je pense qu'on est capable de prendre des décisions, et il y en a qui se prennent aujourd'hui. Alors après, le problème, c'est l'impact de ces changements qui restent malheureusement mineurs. Donc prendre un peu plus son vélo, on voit tous les jours des gens qui se déplacent en vélo, beaucoup plus qu'il y a quelques mois, et ça c'est peut-être l'après-Covid aussi. On voit aussi, on parle de plus en plus de trains de nuit. On dit, est-ce qu'on relance les trains de nuit, mais des vrais trains de nuit confortables, voilà, qui pourraient aussi changer un peu les choses. On voit que les jeunes, a priori, sont moins enclins à être propriétaires de leur voiture. A priori, les nouvelles générations sont moins accrochées à ce symbole, on va dire. Donc oui, je pense que l'individu peut prendre des décisions. Après, je reviens aux politiques, parce que je pense que tout ça, ça doit se faire dans une cohérence globale. Et aujourd'hui, on manque un peu de cohérence. L'avion, encore une fois, ça va être, pas pour faire du bashing, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de faire un Paris-Barcelone à 30 €. Ça doit quand même nous inquiéter quelque part. C'est pas normal. On sait que c'est pas le coût réel, c'est le prix qu'on paye, et on le paye parce qu'il y a des subventions. Et donc, on autorise un jeu de subventions. Aujourd'hui, on ne sait plus faire la part des coûts et des prix. Tout est mêlé, tout est entremêlé. Donc, je pense qu'il y a un grand jeu de spaghettis là à démêler pour y voir clair et prendre les bonnes décisions. On ne peut pas accepter de ne pas mettre de TVA sur le kérosène des avions, alors que c'est le premier, par moyen de transport, c'est le premier, c'est pas le contributeur principal en volume, mais à titre individuel, c'est le plus gros. On ne peut pas continuer à faire ça et en même temps payer dans son billet de train la TVA sur l'électricité que paye la SNCF. Ça, c'est incohérent. Bon, il y a des bonnes nouvelles quand même, si on veut être positif. Donc, c'est qu'on voit qu'en Allemagne, ils ont fait le pass à 49 € et en France, on commence à parler du pass ferroviaire illimité pour se voyager en région à 49 € par mois. C'est pareil, ça ne sera pas le coût réel, il ne faut pas se mentir. Ça veut dire que l'État ou les régions financeront. D'ailleurs, c'est un peu le débat actuellement, c'est qui paye. Donc ça, c'est positif. On parle des RER dans les grandes villes. L'idée de mettre de pouvoir relier, comme disait Michael, finalement le milieu suburbain connecté à la ville, c'est un enjeu aujourd'hui pour les villes de taille intermédiaire. Donc ça peut être une option et apparemment ça a l'air de se décider aussi. Le gouvernement là parle de maintenant taxer les véhicules électriques fabriqués loin de l'endroit où il est vendu. Pour citer personne, après avoir fait l'erreur de pousser les véhicules chinois sur le marché, aujourd'hui on fait marche arrière. Bon, mais c'est quand même un bon impact pour la réindustrialisation et pour l'écologie. Donc voilà, tout ça est pris en compte, donc faut être positif. Maintenant, je crois que le rôle des entreprises, c'est de continuer à travailler, même si c'est que quelques pourcents, évidemment, c'est de continuer cette amélioration continue sur l'ensemble des technologies, l'aérodynamisme. On peut toujours gratter, on voit des nouvelles technos qui arrivent, on parle de moteurs électriques, il y a les moteurs à flux axiaux qui reviennent, c'est une vieille techno, mais aujourd'hui, apparemment, ça commence à être plus mature. Donc voilà, il y a des opportunités. Maintenant, je pense que le rôle aussi des entreprises, c'est de faire de la pédagogie, parce que personne n'est vraiment au courant, enfin le Pékin moyen, il ne va pas forcément comprendre tout ça. Donc il faut être pédagogue et éviter le bullshit et le lobbying, quoi. Alors, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, parce qu'il y a tellement d'enjeux économiques derrière qu'effectivement, il faut pouvoir être dans la communication précis et rigoureux, quoi. Et surtout cohérent. Je voulais plutôt aborder la question de nos propres comportements. Parce que finalement, ça fait 60 ans, en particulier en France, que tout est organisé avec un système qui est hyper décentralisé. Donc on habite loin dans un lotissement à 10, 20, 30 km en fait, des centres-villes. Et on s'est complètement habitué à la voiture. Ça a été largement positionné et expliqué tout à l'heure, quoi.
Et on voit bien qu'une des solutions, c'est revenir en fait sur du transport plutôt en commun. Donc nous, individuellement, vous, les Gazards, qu'est-ce qui va vous faire en fait changer en fait de posture pour se dire je lâche ma voiture ou je fais des choix et qu'est-ce qui fait que je pourrais accepter en fait des transports en commun. Voilà, donc il y a une responsabilité individuelle à tout un chacun, mais il y a aussi une responsabilité collective. Et plus on est dans un système type transport en commun, plus on s'inscrit en fait dans un système, c'est-à-dire qu'on est maillé, on dépend les uns des autres. Par exemple, pour faire un déplacement de A à Z, il faudra peut-être prendre un bus avant ou pouvoir laisser son vélo jusqu'à une gare ou un bus. Et donc tout ça est extrêmement complexe. Donc il doit y avoir une gouvernance qui demain pourra peut-être se mettre en place avec les métropoles. Mais on a une vraie responsabilité pour faire bouger en fait les choses. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on insiste un petit peu sur aussi cet élément-là, parce que la technique ne fera pas tout. Et on a à faire évoluer à la fois des comportements individuels et puis une organisation pour intégrer un peu plus les choses dans le domaine du système. On parle souvent de la Suisse, je pense que vous avez entendu parler du cadencement en Suisse. Une des solutions, c'est d'avoir un vrai réflexe, ou un peu comme ça se passe un peu à Paris. On sait que, par exemple, à la minute 15, j'ai ici obligatoirement un train avec la même typologie de desserte, et ce qui fait que entre l'offre et la demande, je m'adapte et je sais, ça devient un réflexe, et je reprends confiance en fait dans les transports en commun. Voilà, il faut aussi que le niveau de service proposé par Alstom et par ses concurrents soit aussi à la hauteur. On s'est habitué dans la voiture à avoir la climatisation, à avoir du confort. Il faut impérativement qu'on retrouve aussi l'équivalent dans les transports en commun. Moi, je vais peut-être vous parler un peu de politique et un peu moins d'usage, puisque j'ai aussi une casquette financement public, et je suis très en relation avec les organisations publiques. Et aujourd'hui, le politique, il a deux outils dans sa main. Il a une carotte, des subventions, et il a un bâton, le réglementaire. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, et j'encourage tous ceux parmi vous qui ne rejoindront pas Alstom d'aller travailler pourquoi pas dans les sphères politiques. Il n'y a pas ou quasiment pas d'ingénieurs ou de vrais ingénieurs parmi nos gouvernants. Pour moins parler du ferroviaire, je discutais récemment avec un de mes vieux camarades qui est directeur de la plateforme automobile. J'ai fait 7 ans d'automobile, j'avoue, avant de faire du ferroviaire. Il me disait, tu vois, on nous demande en 2035 de nous électrifier, donc on va tous, donc il est chez Stellantis, on va tous arrêter d'investir dans le moteur à combustion interne, puisqu'on sait en 2023 qu'en 2035, il ne va plus se passer grand-chose. Et en même temps, comme dirait notre président, on sait qu'il y a une nouvelle norme Euro 7 qui va sortir. C'est-à-dire qu'au lieu de foutre la paix à l'automobile sur les 10 années qu'il leur reste à vivre avec un moteur à combustion, on va leur imposer une nouvelle norme anti-pollution qui va grosso modo leur demander 1 milliard d'investissements pour continuer à écouler leur stock de voitures thermiques. On est dans un paradoxe où on demande à l'automobile d'investir, et ils investissent des milliards dans les batteries, et en même temps de continuer à investir des milliards dans un moteur à combustion interne. Parce que probablement nos gouvernants n'ont jamais foutu les pieds dans une usine ou n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un amortissement industriel. Donc on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Donc je pense qu'il y a une mauvaise utilisation du réglementaire. On a aussi des injonctions, des choses qui ne marchent pas. On a, si vous regardez l'aéronautique, vous avez donc le fameux Fit for 55 européen qui dit il faut réduire de 55% les émissions de carbone de tous les secteurs en 2030. Et en même temps, l'Europe espère qu'il y ait 5% de carburant durable dans l'aéronautique. Donc moi, je ne sais pas comment on décarbone de 55% l'aéronautique avec seulement 5% de carburant durable. Et ça, c'est à peine sorti de la presse que la France annonce sa stratégie bas carbone et dit « Ah ben nous, on aura 10% de carburant durable en France en 2030 ». On ne sait pas comment la France va trouver, et pas l'Europe. Et puis de toute façon, l'essentiel des vols qui sont internationaux, on ne sait pas, ils vont faire leur plein et on ne sait pas comment on va compter. Et donc on a des politiques qui sont complètement incohérentes les unes avec les autres. Donc je pense qu'il y a un très mauvais usage du réglementaire.
Et puis après, la carotte, elle vise, comme j'ai dit, alors c'est tout mon propos, aujourd'hui les politiques ne veulent pas perturber vous, les citoyens, donc ils vont vers le facile. Donc ce qu'ils disent, bon le rail, vous êtes déjà décarboné, donc vous n'aurez pas un radis. L'automobile, l'aéronautique, c'est les plus gros pollueurs, donc on va massivement les subventionner pour qu'ils se décarbonent, comme ça le citoyen, lui, il n'aura plus rien à faire. Et donc c'est comme ça que si vous regardez le plan France 2030 et donc les grands projets de la France, vous avez, je crois, 5 milliards sur les transports, et il y a écrit noir sur blanc, l'avion bas carbone ou l'avion hydrogène, X milliards, le véhicule autonome électrique, X milliards. Le maritime, le rail, 0. Pourquoi? Parce que en fait, aujourd'hui, il faut que tout le monde puisse continuer à prendre sa voiture et prendre l'avion. Et donc, il y a aussi, là, je pense, un usage déraisonné de la carotte, c'est-à-dire qu'on va injecter des milliards. Et pour avoir plein de copains chez Airbus et voir la pompe Afrique, c'est cet avion à hydrogène qui est une blague sortie en plein Covid pour justifier des subventions, il y a des milliards qui sont foutus, mais enfin n'importe quel ingénieur pourrait au bout de 5 minutes dire ah bon écoutez les gars là mais c'est n'importe quoi en fait, ça, vous mettez des centaines de millions dans un truc qui va dans un mur. Donc il y a je pense là à amener de la culture scientifique. Alors ça avait été beaucoup dit pendant le Covid, mais il faut le redire sur si on veut réindustrialiser, c'est des ingénieurs qui vont faire ces plans-là. C'est pas des Sciences Po ou des avocats ou des instituteurs. Enfin c'est bête ce que je dis, mais alors malheureusement il n'y a aucun ingénieur qui va faire de la politique, ou à part ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup exercé et qui finissent par être casés là. Donc je vous encourage aussi à imaginer ces carrières-là et puis à aider le ferroviaire. Donc une dernière question pour s'élever un peu. On est face à une situation, quand je dis s'élever, prendre un peu de recul, prendre un peu de recul, j'y viens. On est face à une situation complète qui requiert des solutions, donc on a dit techniques, technologiques et des changements sociétaux, des changements politiques. Et on va avoir une nécessité d'un changement de rapport à la mobilité et donc à l'espace. Et là, on touche un sujet un peu nodal parce que le droit de la circulation, la liberté de circulation, c'est quelque chose de central dans nos sociétés, au moins occidentales, puisqu'elle est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc c'est vraiment quelque chose qui a façonné, on l'a dit, qui a façonné nos vies, nos sociétés. Donc sans s'attarder sur l'aspect législatif qui n'appartient pas vraiment aux compétences représentées ce soir sur l'estrade, on peut se questionner un peu sur les répercussions presque philosophiques que ce changement de rapport à la mobilité peut avoir. Et on rejoint un peu une question qui est chère à mes camarades et moi-même, qui est la question du sens, où il faut se demander en fait vers quoi on veut aller, quel est le sens de nos actions. Et donc, dans la mobilité, on en parlait un peu tout à l'heure, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Est-ce que j'ai besoin de faire Paris-Barcelone à faible coût, ou est-ce que est-ce qu'il y a plus de sens dans le fait de rester chez moi et de profiter de mes vacances d'une autre manière, avec une autre mobilité, de prendre plus le temps? C'est une question assez ouverte, et Benoît, je te propose de commencer si tu veux attaquer ce sujet un peu plus vaste. Bon, c'est hard, hein. Mais c'est vrai que quel est le sens qu'on donne à tout ça, enfin les déplacements, enfin franchement, qu'est-ce qu'on vont dire nos enfants si on va à l'autre bout du monde pour 20 €, voilà, avec en bouffant tout notre capital carbone. Bon, alors bien sûr, enfin l'idée c'est pas d'être des ayatollahs, de passer en fait à zéro. Je pense qu'à un moment, enfin ce qui est devant nous, c'est de savoir, enfin comment il y a un engouement un peu collectif pour qu'en conscience on puisse se rendre compte un petit peu de l'absurdité dans laquelle on est. Parce qu'on a bien vu que finalement, il y a quasiment plus de limite maintenant. Enfin, au niveau technologique, on peut faire beaucoup de choses, quoi. Et est-ce qu'il faut faire parce qu'on sait faire, ou est-ce qu'à un moment on est capable individuellement en fait de stopper, enfin, ou d'être conscient en fait de ce qu'on fait, ou est-ce qu'il va falloir attendre qu'un législateur nous l'interdise, quoi. Enfin, dans quel monde on a envie d'aller, quoi. Voilà, donc ça c'est vraiment le sens un petit peu du déplacement. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai plutôt envie de rester libre des déplacements que j'ai envie, mais je me rends bien compte que c'est quelque chose qui est délicat. Puis après, il y a peut-être à nouveau un peu plus au niveau du quotidien, donc essentiellement les trajets domicile-travail. On a vu que ça représente quand même un bon paquet quand même de la question de la problématique de la mobilité. Tout à l'heure, je l'ai évoqué sur la question des transports collectifs versus un transport individuel.
là, du point de vue un peu philosophique, on peut se poser la question de la relation qu'on a au temps. Michael le disait tout à l'heure, enfin, du temps de nos grands-pères, voire de nos arrière-grands-parents, finalement, en fait, ils se déplaçaient dans le canton d'à côté, mais ils le faisaient à pied ou à vélo, et globalement, il leur fallait une demi-heure à 1 heure de temps de marche, parce que souvent c'était la marche, et finalement, 100 ans après, ou 60 ans après, on le fait en voiture, on le fait en train, et on est maintenant plutôt à 1 heure, 2 heures par jour en fait de transport, parce qu'on veut tout avoir, quoi. On veut l'accès à l'hypercentre et toutes ses commodités, mais on veut aussi pouvoir faire son barbecue. Donc finalement, quel est le temps qu'on accorde en fait à ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est juste de passer 2 heures dans les transports tous les jours? Enfin, ça pose des questions. On peut s'interroger aussi sur la question du temps utile. Alors, même s'il y a des progrès dans la voiture, le Bluetooth, on peut écouter des podcasts, etc. Mais comment on valorise aussi le temps aussi dans les transports, voilà, dans un train ou ou dans d'autres modèles. Et c'est vrai que le train offre des avantages intéressants sur cette logique au temps. Ouais, alors tu parlais de questions philosophiques, c'est vrai que souvent le débat il se place sur le plan de la morale, on a envie de donner un peu de morale à tout ça. Bon, c'est pas facile parce qu'en réalité on se heurte au principe de réalité, hein, c'est que on parlait de l'avion, 80% des habitants de cette planète n'ont jamais pris l'avion et ils aspirent à le prendre une fois dans leur vie, au moins. Donc effectivement, qu'est-ce qu'on va leur dire nous, occidentaux ou pays développés? On a bien profité, maintenant on arrête et on change les règles du jeu, c'est pas si évident. Après la véhicule électrique, on a tous une expérience aujourd'hui, c'est bien, mais bon, petite anecdote pour un week-end de promo, un copain est venu du Luxembourg avec sa voiture électrique, week-end de promo, il démarrait le vendredi soir, il est arrivé lundi en début d'après-midi. Pas lundi, pardon, samedi en début d'après-midi, quand même pas lundi, mais il a eu du mal à trouver des stations, il a bien galéré. Donc le principe de réalité, c'est celui-là, c'est que on peut faire de la morale, mais au final, c'est pareil. Le train, aujourd'hui, moi je vais dans le Lot de temps en temps, bah oui, Cahors, c'est dans le Lot, il faut 6 heures de train. Il n'y a pas la clim, il n'y a pas le Wi-Fi, quoi. Donc est-ce qu'on est prêt à le faire? Bon, oui, on peut toujours faire un peu de sacrifice, mais bon, voilà, la morale, c'est toujours facile pour les autres. Donc on peut faire des petits pas, on va dire, la théorie des petits pas. Mais moi je pense qu'effectivement il faut faire attention, c'est que globalement on est, comme disait l'explique bien Jean Covici, je pense que c'est le principe entre sobriété et pauvreté. Il n'y a qu'un pas, d'un côté on subit, de l'autre côté on met le curseur là où il faudrait le mettre. Je pense que le rôle d'ingénieur, si on pour philosopher un peu quelque part, je pense que c'est un peu, on l'a vu pendant le Covid, il n'y avait pas de masque, quand il n'y a pas de gaz russe, chacun pour soi, quoi. C'est comme ça, hein, c'est la nature humaine, donc on va se taper dessus, il ne faut pas croire que la solidarité va jouer quand on est en période de pénurie. Donc c'est plutôt l'inverse. Donc il va falloir aider, je pense que l'ingénieur, quelque part, il faut qu'il se place dans la peau de celui qui va penser des solutions qui sont viables, pour je ne vais pas dire le pauvre, ça serait un peu voilà, mais le modeste en tout cas, et penser pour la masse. Pas, alors ok, on peut faire plaisir, faire de son Elon Musk et son Bezos à faire des voyages dans l'espace pour des milliardaires, c'est bien, peut-être que ça fait avancer la science, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que le rôle d'ingénieur, il est d'abord de rester au contact des besoins les plus primaires et de répondre aux équations, aux problématiques qui sont posées, et elles sont vastes, on les a vues aujourd'hui, il y a quand même encore pas mal de choses, on n'a pas encore les réponses. Voilà, donc il faut s'y atteler, et il faut développer une sorte d'éthique finalement, parce que l'ingénieur a un rôle à jouer, on ne peut pas laisser, comme on l'a dit, que les politiques, enfin je veux dire, on n'a pas plus de rôle que les autres, mais on a au moins autant de poids que les autres à peser dans les décisions, donc je pense qu'il faut qu'on arrive à un peu plus peser dans les décisions. Juste en passant, je récupère le micro pour compléter les propos de Raphaël sur le rôle de l'ingénieur. Hein. On a bien vu que plus on est dans un système global, hein, donc en particulier avec les transports en commun, plus on a besoin des ingénieurs dans tous les morceaux en fait du système. Ça va de la production des trains, mais ça va à la conception en fait, de systèmes intermodaux, à la billettique, aux conseils qu'on peut apporter donc aux politiques, à l'organisation spatiale des territoires. Et le job d'ingénieur, il est vraiment génial et très très ouvert en fait dans beaucoup de secteurs, en particulier dans le domaine du transport.
Alors moi, j'apprends une casquette directeur innovation. Je vais faire un peu de pub pour le programme PEIT, puisque pour ceux qui auront la chance ou qui s'y inscriront, on aura l'occasion d'en discuter. Mais pour rebondir sur ce qui a été dit, il faut comprendre que nos sociétés se sont construites en matière d'innovation sur ce qu'on appelle des business models exclusifs. C'est-à-dire que j'innove pour les riches. Le nouvel iPhone, le nouveau truc, il est toujours plus cher, mieux, avec plus de fonctions. Et depuis récemment, Mohamed Younous et d'autres ont commencé ou Navi Radio, donc ce qu'on appelle l'innovation frugale, a parlé de business model inclusif. Et donc de dire finalement, est-ce que je vais servir les 100 millions les plus riches et leur proposer du tourisme spatial, ou est-ce que je vais aller servir les 7 milliards ou 8 milliards les plus pauvres? Ils ont peut-être moins d'argent, mais ils sont plus nombreux. Et puis d'un point de vue sociétal, je rappelle que l'innovation, c'est un mot récent. Hein. Avant, on parlait de progrès. Donc c'est Aristote puis la SNCF qui disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Donc je pense qu'il faut revenir là. Et pour moi, le rôle aujourd'hui de l'ingénieur, en tout cas dans la mobilité, c'est d'aller vers une valeur, alors chez Alstom on en parle beaucoup, qui est celle de la mobilité inclusive. Rappelez-vous que la crise des gilets jaunes, c'est d'abord une hausse du prix des carburants diesel. On a dit aux gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, allez habiter en banlieue parce que c'est pas cher, et puis vous prendrez votre voiture pour venir travailler en centre-ville. Et brutalement, on leur a mis une taxe carburant, une taxe CO2, on leur a dit, bah maintenant ton carburant il est vachement plus cher. Puis maintenant, on est en train de fermer les centres-villes en disant, ah non, parce que les gens qui habitent dans le centre de Paris, ils en ont marre de respirer un air pollué, donc on va faire des zones zéro émission. Et si vous voulez rentrer en centre-ville, c'est véhicule électrique. Donc s'il te plaît, ton vieux taco à 5 000 balles, tu le jettes et tu m'achètes une voiture électrique toute neuve à 40 000 balles. Et donc en fait, on est en train de créer une fracture de la mobilité. Là, je vous parle des villes. On peut faire le même raisonnement sur les zones rurales, où dans les zones rurales, il n'y a pas de transport public, il n'y a pas de solution, quelques bus, donc c'est la voiture. Et donc on ne peut pas juste décider sur un coin de table de dire on va interdire ceci ou interdire cela sans proposer de solution. Donc la SNCF le fait, on propose, on a des solutions pour ce qu'on appelle les lignes de desserte fine du territoire, on a des solutions, il y a beaucoup d'innovations dans le ferroviaire sur des nouveaux modèles de commuteurs, de RER métropolitains, pour proposer ces solutions-là. Je pense que le maître mot aujourd'hui, c'est la mobilité inclusive. Donc réfléchir intelligemment à des solutions qui sont parfois extrêmement complexes, où l'ingénieur est demandé pour que tout le monde puisse se déplacer. On l'a rappelé, Simon l'a dit en introduction, c'est une liberté fondamentale qui est constitutive de l'Union européenne, qui est la libre circulation des biens et des marchandises. On avait imaginé au départ que les freins seraient politiques. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'environnement et l'économique viennent mettre des freins à la mobilité, et je pense que c'est là qu'on est attendu. Et donc, pour conclure, sans faire de dogmatisme, on a vu que les solutions de mobilité offertes par le transport en voie ferrée semblent quand même significativement adaptées aux contraintes qui vont être les nôtres, et qui le sont déjà pour la plupart. Et donc, pour ouvrir un peu, est-ce que, Raphaël, tu pourrais parler de ton parcours en tant que gazard dans ce genre d'industrie? Je ne vais pas vous déballer mon CV dans le détail, je vais faire court parce que je pense qu'il est déjà tard. L'idée, c'est pas de faire un discours non plus à la gloire d'Alstom ou du ferroviaire, c'est juste de témoigner finalement de ce que j'ai pu voir et des centres d'intérêt. Et ça recoupe un peu tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Moi, j'ai commencé dans l'automobile, comme Michael, chez PSA, Peugeot Citroën. Après, dans la construction, chez CGLEC Vinci, et puis chez Alstom depuis 15 ans. Et j'ai fait des achats, pour commencer, donc principalement ouvert sur l'écosystème, c'est très important la notion d'écosystème. On a des fournisseurs, mais c'est pas forcément, on réduit ça souvent à une relation de client-fournisseur sur qui on tape. Il faut que ça soit autrement. Donc l'écosystème c'est hyper important. Ensuite j'ai évolué dans différents business models, puisque Alstom, je vous l'expliquais, il y a au moins 3 types de business models différents, entre de la construction, du software, du hardware, c'est assez varié, donc j'ai eu la chance de passer dans différentes product lines. Ensuite, j'ai pu faire beaucoup d'international. Alors c'est vrai que j'ai brûlé pas mal de CO2 pour le coup. Je crois que j'ai fait plus de 35 pays pendant ces 15 ans, même en moins de 10 ans, parce qu'on est international et qu'effectivement on avait du monde partout. Alors c'était une époque où on partait beaucoup sur l'expertise des experts. Depuis, on a beaucoup formé des gens dans les pays où on est allé,
Donc aujourd'hui, Alstom, je vous l'ai montré tout à l'heure, le nombre de nationalités, c'est une boîte française, mais c'est plus des Français qui partent à l'export. Il y en aura toujours, mais c'est aussi des fois des Marocains qu'on a formés qui sont partis en Arabie Saoudite sur le métro de Riyad. C'est voilà, des Singapouriens qu'on a formés qui vont aussi bouger. Voilà, c'est un peu tout ça. Donc ça a été très enrichissant du point de vue culturel, évidemment, parce qu'on peut imaginer que on voit pas les choses de la même façon selon d'où on vient. Et puis après, j'ai eu la chance de m'occuper de l'Afrique. Et donc l'Afrique, ça a été hyper intéressant du point de vue du sens, là, pour le coup, parce que on se rend pas compte de la chance qu'on a. Finalement, nous, on est occidentaux, on a nos métros. Là, à Paris, on fait 100 mètres, on a le métro. Moi, j'ai vu l'arrivée des tramways en Algérie. J'ai vu les tramways au Maroc, pareil, à Casa, où les étudiants, les étudiantes peuvent prendre le tram. C'est blindé le matin si vous allez à Casablanca. Ils peuvent aller à l'université qui est au bout de la ligne de tram. Ça change la vie des gens, quoi, réellement. Le TGV au Maroc, ça a complètement changé les habitudes. Le métro du Caire, t'en parlais, c'est pareil, c'est l'équivalent du RER A à Paris, hein, le métro du Caire. Donc c'est un premier métro africain fait par la France dans les années 80, par Alstom et un certain nombre d'entreprises françaises. Donc voilà, c'est là qu'on voit l'évolution et l'impact qu'on a sur la vie des gens. Et ça, franchement, j'étais passé à côté, quoi. Quand on est en Europe, on se rend même plus compte de cette chance-là. Donc ça, c'est vraiment, je veux témoigner là-dessus parce que voilà, c'est vraiment. Et là, on attaque maintenant le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Voilà, il y a des pays qui commencent à mettre en place des vrais systèmes de transport pour décongestionner leur capitale parce qu'aujourd'hui, c'est devenu invivable. Donc ça, c'est hyper important. Et puis pour finir, au niveau, maintenant, je suis à la stratégie, donc effectivement, on travaille plus sur de la prospective, une vision plus lointaine. Mais tout ça me sert, enfin en tout cas j'essaye de m'en servir pour impacter humblement, on va dire, cette stratégie et évidemment on l'insère dans notre stratégie à travers toutes les démarches d'innovation. L'ESG, c'est un pilier maintenant. Je veux dire, c'est pas que du vent qu'on vend à la finance ou au marché. Voilà, c'est des vraies logiques avec des vrais problèmes aussi. Mais il n'y a plus de recruter des femmes aussi ingénieurs, donc il y en a aujourd'hui. Voilà, un petit peu, mais c'est vrai qu'on se donne des objectifs. Toutes les grandes boîtes essayent de se fixer des objectifs. Donc voilà, juste pour témoigner sur ce parcours, moi en 99, quand je suis sorti, c'est vrai qu'un tiers de la promo est parti sur. Un peu plus fort. Un tiers de la promo était parti sur des SS2, puisque c'était le bug de l'an 2000. En 99, tout le monde imaginait que ça allait tout péter, et ça s'est rien passé au final. Maintenant, vous avez une chance énorme, c'est que vous avez devant vous tous les enjeux qu'on a cités, l'énergie, la mobilité, on n'a pas parlé des nouvelles technologies aussi du nucléaire, enfin, il y a plein de choses qui arrivent. Donc ça, c'est super important pour vous, c'est vraiment un super momentum, comme on dit en bon anglais. Voilà, donc en profiter parce que votre rôle, c'est vraiment de dépasser un peu le rôle d'un ingénieur, c'est de concevoir. Mais vous l'avez compris tout à l'heure, notre discours était un petit peu teinté de politique et de sociétal. Et je pense que, de toute façon, votre génération, elle a à cœur un peu tout ça, je pense. Donc il faut savoir dépasser un peu son rôle, c'est le conseil que je vous donnerais. C'est de ne pas rester uniquement dans votre bureau d'études. Alors c'est très bien, il faut y aller, parce qu'il faut comprendre ce qui se passe, il faut toucher aux choses. Mais surtout après, il faut essayer de rayonner, et je ne sais plus qui l'a dit, d'avoir une influence évidemment sur les choses. C'est aussi ça, être ingénieur. Et Galza en particulier. Voilà, merci à vous, c'est tout ce que je voulais dire ce soir. Mais j'espère que cette conférence vous a permis de découvrir un peu notre monde et de réfléchir aussi ensemble sur les... Sachant qu'on ne prétend pas avoir la solution, vous l'avez compris, mais il y a des pistes. Je crois qu'on peut les applaudir pour ces... Mais vous l'avez compris, la technique nous fait défaut, donc il n'y a plus de micro. Mais peut-être que vous avez envie de profiter encore de la présence sur l'estrade de nos invités pour échanger. Il y a de toute façon un autre temps de convivialité qui permettra des échanges plus informels. Je suis désolée pour ceux qui sont en direct, mais à distance, ils n'auront pas la joie de profiter de ces discussions. Donc, avant de se quitter, j'aimerais laisser la parole ouverte à la salle. Commentaires, questions, profiter de ces quelques minutes encore ensemble. Oui. Alors, si tu veux bien te... J'avais pas très bien compris pourquoi l'hydrogène était utile pour le ferroviaire. Vous l'avez expliqué, mais je n'ai pas bien compris. En fait, l'hydrogène, c'est ce qu'on appelle un vecteur d'énergie.
Et donc nous, le paramètre important, c'est la quantité d'hydrogène, enfin d'énergie qu'on peut stocker à bord. Quand on regarde aujourd'hui une batterie, on va stocker 150 Wh par kilo à bord. L'hydrogène, en utile, on va monter à 700-800 Wh par kilo. Donc dès lors qu'on veut aller faire 700, 800 km, on ne pourrait pas mettre suffisamment de batterie à bord. Et on ne pourrait pas électrifier la ligne caténaire souvent parce que ces lignes-là, elles ne sont pas assez fréquentées et ça ne serait pas rentable. Donc c'est la solution viable. Ce que dit chez Sastradia, on véhicule plutôt lourd en fait. En règle générale. C'est pour ça que sur l'automobile, il y a débat parce que parce qu'on pourrait mettre suffisamment de batterie dans une voiture. Mais aujourd'hui, on est pour le ferroviaire, donc on a des trains hydrogène qui circulent en Allemagne, on a annoncé des trains en Italie, en France. On reste quand même sur une niche, c'est-à-dire que c'est le segment dont je parle, c'est le train régional sur des lignes peu fréquentées. Donc c'est quelques pourcents du trafic, ça ne sera jamais l'hydrogène mainstream, c'est 3-4%, 5%. Merci. Comme on parle beaucoup d'équilibre des territoires, l'hydrogène permet en fait d'avoir aussi un affichage technique et politique extrêmement intéressant. Et il y a eu quand même, parce que Michael t'a dit qu'on n'avait pas eu trop d'argent, mais il faut quand même dire qu'on a eu, Alstom a eu 350 millions d'euros. Il y a un Gazar avec. Voilà, c'est lui, pour développer des solutions hydrogènes, et dont 250 de la France et 100 d'Italie. Donc l'Europe et les plans de France 2030, il y a quand même une petite part qui peut être tombée chez nous. C'est petit. J'avais une petite question, plutôt technique, sur la commutation. Si tu veux développer du ferroviaire, tu as besoin d'infrastructures, de rails. Et c'est vrai que, alors tu ne l'as pas dit, mais il me semble que sur les 10-20 dernières années, on a transformé des gares en complexes cinématographiques, on a transformé des voies ferrées en pistes cyclables. Est-ce que c'est pas un frein aussi pour en revenir en arrière? C'est-à-dire que quelle est la politique? Est-ce que c'est d'utiliser au maximum le rail qui existe, ou est-ce que c'est de refaire du rail, ou est-ce que c'est faire du train sans rail? Ah, c'est un vaste débat. J'ai un bon ami avec qui je déjeune demain, qui s'appelle Arnaud Montebourg, qui pourra en parler mieux que moi, parce qu'on a un projet ensemble justement qui adresse ce sujet-là. Le problème, c'est que la maintenance de l'infrastructure, il faudrait qu'on ait des copains de chez SNCF Réseau autour de la table. T'as Benoît avec qui coûte extrêmement cher. Et donc, et malheureusement, il y a eu de l'argent pour investir, mais ces 20 ou 30 dernières années, on a laissé finalement se détériorer ces infrastructures par sous-investissement. Donc lorsqu'on ne maintient pas les infrastructures, on commence à tomber pour des raisons de sécurité, on va limiter la vitesse du train. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur un Paris-Limoges ou un Paris-Clermont-Ferrand. Allez discuter si vous avez des amis chez Legrand ou chez Michelin, ils vous raconteront leur déboire en train. Mais la signalisation tombe en panne, les rails sont dégradés, donc le train, on va dire, qui peut rouler à 200 km/h, on va le mettre à 180, puis 150, puis 120. Puis du coup, il ne devient pas compétitif par rapport à la voiture, donc la ligne va compter, donc on va moins maintenir, et donc à la fin, le système se casse la gueule. Et donc on a eu comme ça énormément de lignes qui ont été abandonnées complètement, on a retiré la circulation quand on basculait dans le moment où on était plus compétitif, et on préférait mettre des bus, jusqu'à ce qu'on se dise, on va démonter les rails, et puis on va bitumer, on va faire une route. Donc c'est ce qui s'est passé ces 20-30 dernières années. Et donc aujourd'hui, sur ces lignes de desserte fine du territoire, on a encore des voies qui sont abandonnées, sur lesquelles il y a encore le rail, mais il n'y a pas de circulation. Donc c'est là qu'on réfléchit à des solutions qu'on appelle trains légers ou des véhicules un peu exotiques. Donc, nous, on a un projet qui s'appelle la ferromobile, c'est une voiture qui roule sur des rails. Comme elle a des pneus, ça permet d'avoir une infrastructure qui n'est pas celle du ferroviaire exactement. Et cette voiture, elle est autonome. Donc quand elle est sur des rails, c'est plus facile d'avoir un véhicule autonome sur des rails parce qu'il peut faire juste marche avant-arrière. Alors quand il est sur une route, il doit aussi gérer les écarts latéraux, les autres circulations. Moi je pense que les premières voitures autonomes arriveront sur des rails. En tout cas, elles sont guidées. La SNCF a un projet Flexi, un projet Drésil aussi, dans lequel en fait on essaie de réintroduire du matériel roulant qui n'est pas un train sur ces lignes pour éviter de démonter les rails, parce qu'on sait qu'une fois que les rails ont été enlevés, ils ne reviendront jamais.
Mais c'est un sujet. Peut-être deux éléments complémentaires. La question des gares. On a tous en rêve, dans notre imaginaire, la gare avec du personnel à l'intérieur. Bon, il faut savoir que les choses ont évolué. Ce qui compte avant tout maintenant, c'est le service. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'intermodalité. Il faut qu'il y ait une rupture de charge qui soit la plus fluide possible. Il faut éventuellement trouver des facilités essentielles. Et ce n'est pas forcément dans le bâtiment gare qu'on le trouve. L'important, c'est de le trouver à proximité. En tout cas, d'un point de vue technique, il n'y a plus besoin d'avoir un local avec un aiguilleur qui bascule en fait et qui manœuvre en fait les aiguillages. Ça se fait plus comme ça. Donc je crois qu'à un moment, il faut qu'au niveau de notre imaginaire, on regarde le futur et pas forcément le passé. Et en ce qui concerne donc les rails, alors bien sûr, parfois, c'est important effectivement de reconstruire en fait de nouvelles voies. À travers la France, il y a un maillage complémentaire qui est en train de se réaliser, essentiellement pour pouvoir rapprocher en fait les grands pôles métropolitains. Dans la combisopone qui était présentée, typiquement Toulouse est un peu éloignée en fait des centres de décision parisiens. C'est comme ça, la France est organisée comme ça. Et donc il y a un projet qui s'appelle le GPSO qui a pour vocation à la fois de rapprocher Bordeaux de l'Espagne, mais aussi de rapprocher Toulouse en fait de Bordeaux, et donc d'avoir en fait de diminuer le temps de trajet. 3 heures, c'est ça ? Pour 3 heures de temps. Ce qui est surtout intéressant avec l'apport de l'innovation et des technologies, on le voit maintenant dans les systèmes type RTMS, c'est qu'on sort en fait d'un principe de cantonnement en fait fixe pour aller en fait sur du cantonnement virtuel. Le cantonnement, c'est l'espace-temps dans lequel on peut avoir un train. Et donc maintenant, sur une même infrastructure, l'objectif c'est d'en mettre davantage et de pouvoir donc de pousser en fait les trains en toute sécurité les uns derrière les autres. Et donc il faut savoir qu'il y a des standards européens qui s'appellent l'ERTMS, issus en fait d'un système de cantonnement qui est de plus en plus en fait virtuel et donc qui va permettre là aussi, c'est pas comme l'autoroute en rajoutant les voies les unes à côté des autres, c'est plutôt de garantir en sécurité un fonctionnement qui va permettre d'avoir davantage de trains sur une même voie ferrée. Et ça, c'est le futur, et il y a plein de projets qui sont en train de sortir. Par exemple, le changement de signalisation entre Paris et Lyon, ou un projet extrêmement intéressant entre Marseille et Vintimille, où le système est complètement obsolète et hors d'âge, où là, d'ici l'horizon 2027, c'est le temps du ferroviaire, mais c'est un peu long, et bien effectivement, donc tout va être éradiqué au niveau signalisation ferroviaire, et on va basculer dans un système ERTMS dit en mode hybride. Et ça, je dirais, le sujet de mieux utiliser les infrastructures, il est complètement clé. On retrouve dans l'urbain aussi, quand on automatise la ligne 14 du métro, c'est pas pour économiser le salaire du conducteur. C'est qu'on passe d'un métro toutes les 32 minutes à un métro toutes les 50 secondes. Ce qui veut dire que sur les mêmes rails, les mêmes infrastructures, je double en fait mon nombre de passagers et mon débit. Donc là, il y a des énormes enjeux de sécurité, de signalisation. Je dirais que par rapport au démantèlement des voies ou des rails, on parlait des sujets ferromobiles, flexibles, résine. Je parlais tout à l'heure d'inclusivité. On a un sujet qui se pose à nous, qui est celui, en tout cas en France et en Europe, du vieillissement des populations. Et au bout d'un moment, on ne peut plus conduire. Quand on passe à un certain âge, en tout cas, c'est plus très sûr. Et l'essentiel des populations âgées vit dans ces zones rurales. Zone rurale, il y a des faibles densités de population, donc il n'y a pas de service de transport public. On se retrouve avec des populations âgées complètement isolées par la mobilité, et si on n'a pas une offre de transport public adaptée. Et donc, c'est là que ces solutions d'automatisation sur rail deviennent intéressantes. On n'a plus de chauffeurs de bus, de toute façon, ça coûte très cher. Il faudrait faire du transport à la demande. Donc on est obligé là d'inventer des solutions qu'on appelle le Demand Responsive Transport, donc à la demande, à la fois sur les origines de destination et sur le temps, qui reste à inventer. Sinon, on va aller, encore une fois, vers des fractures de la mobilité. Et sur ce sujet, c'est important de s'ouvrir en fait au monde, parce qu'actuellement, ça pousse de partout. Donc on a tous en tête dans le secteur de San Francisco avec les taxis, les robots-taxis. La Chine, ils sont en train de développer des systèmes équivalents. Quand on regarde ce qu'ils ont fait dans le domaine du ferroviaire et des LGV,
en 20 ans de temps, ils ont construit 20 000 km de réseau. Donc ça bouge. Ça bouge et enfin, on a besoin de bouger aussi. Il y avait voilà, une dernière question. Merci Nadège. C'est plutôt une réaction par rapport à ce qui a dit, parce qu'on l'a bien fait à la présentation, j'ai trouvé la présentation vraiment très intéressante en apportant à la fois une dimension, on va dire, argumentée, technique et un peu de prise de recul. On est resté sur la décarbonation, mais vous avez dit, il y a des tas d'enjeux autour de ça, et de prouver que finalement, ce qui est pas mal, c'est à la fois de se projeter dans les nouveautés, mais aussi pas oublier le passé, donc on l'a vu sur le transport. C'est dommage, on oublie le marché, on oublie aussi les choses, et finalement la solution elle est plutôt dans la diversité, puisqu'on est capable de mettre en place pour pouvoir s'adapter à un environnement changeant, d'essayer de trouver une solution, on va dire, qui répond à l'ensemble des problèmes, qui est bien au-delà de la décarbonation, hein, il y a d'autres enjeux qui viennent se soulever avec ça. Et donc, moi la question que j'ai posée par rapport à la position des ingénieurs, c'est que justement, les ingénieurs, je suis persuadée personnellement qu'ils ont toute leur place dans cette problématique. Est-ce qu'une difficulté qu'on rencontre pas, c'est de vouloir justement trouver une solution à des problèmes finalement aujourd'hui contradictoires et qui n'ont pas nécessairement de solution? Est-ce qu'il ne faut pas aussi se poser la question, justement, on en a parlé, de la culture scientifique et technique et du fait finalement de comment on la diffuse pour réussir à avoir des populations résilientes? On l'a bien fait avec le Covid, hein, c'est-à-dire qu'on a des chaînes globalisées, on en a besoin, on a aussi besoin de localiser des choses, donc on a toutes ces contradictions en route. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'ingénieur ne va pas se reposer aussi un petit peu la question de comment il est capable de proposer des choses en contradiction et non pas en recherche de solutions? Il y a des sujets, enfin, ça pose la question de ce qu'on va appeler l'innovation low-tech, frugale déjà, de faire l'essentiel et de bien le faire et que ce soit résilient. Moi, il y a un mot dans le monde des transports, et notamment du ferroviaire, il y a par exemple une question qui revient toujours, qui est celle des derniers kilomètres. Last mile dans les pays anglo-saxons, le dernier kilomètre en France. De façon provocante, moi je dis, mais le dernier kilomètre, on le fait en marchant, parce que c'est un quart d'heure de marche à pied, donc il n'y a pas de sujet du dernier kilomètre normalement. On ne va pas s'emmerder à aller chercher des navettes autonomes, je sais pas quoi, même de kilomètres, on sait marcher. Sauf qu'après, il y a le problème de la mobilité inclusive. Donc souvent, ceux qui vont prendre les transports en commun, ce sont des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées, ils ne peuvent pas faire ce kilomètre ou ces 2 kilomètres, ou des enfants. Il faut quand même que là, l'ingénieur se penche peut-être sur des solutions techniques spécifiques pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse embarquer dans un tramway alors que les quais sont pas au même niveau, qu'il puisse circuler librement dans le tramway. Donc il y a des solutions, mais effectivement, je pense qu'on met beaucoup d'efforts, typiquement dans cette mobilité du dernier kilomètre, pour un sujet qui n'existe pas. Enfin, en tout cas, qui vise une niche qui serait adressée différemment. Et il y a la question qui va se poser à nous d'économiser la technologie, de faire plus simple. Parce que les matières premières, l'énergie, tout automatisé, tout simplifié, je pense que ça va toucher ces lignes. Il faut un regard critique, je pense. Et il faut savoir dire, mais non, mais ça, c'est de l'overkill, comme disent les jeunes. Il n'y a pas besoin. Mais on a cette tendance, dans tous les grands groupes, à faire de la surqualité. Chaque produit doit être supérieur au produit précédent. Je pense que l'ingénieur et le Gattard en particulier, il faut qu'il soit le porteur en fait du bon sens, dans le sens technique. Et ça me paraît intéressant, peut-être un peu pour nous matin, avec Simon, de ne pas oublier en fait ça, parce qu'on ne peut pas consommer plus que ce qu'on a, et puis il faut avoir quand même des grands ratios en tête. Et actuellement, on s'enflamme tous et on perd un peu parfois les pédales. Je voudrais vous remercier. On pourrait discuter encore des heures, mais je pense que l'attention commence à regarder. Je voudrais juste prendre une minute et demander aux membres d'Alstom de venir nous rejoindre sur podium, juste de manière à ce qu'on vous visualise, parce que ce soir on a beaucoup de ressources d'Alstom qui s'est déplacées. Donc vous êtes venus en nombre, représentant des fonctions différentes dans l'entreprise. Vous l'avez compris, ce partenariat, c'est un partenariat structurant pour l'école qui ouvre énormément de sujets, qui adresse à tous les étudiants de l'école, mais pas seulement à nos équipes pédagogiques, des possibilités de
collaboration, de réflexion commune, de co-construction de nouveaux dispositifs de formation, d'accompagnement, de recherche partenariale. Il y a tellement de dimensions qui vont pouvoir se déployer à partir de cette rencontre de ce soir et de celle à venir, parce que c'est la première, mais nous espérons en avoir plein d'autres encore. Donc je voulais vraiment très très chaleureusement remercier les membres d'Alstom qui se sont déplacés, qui sont venus à nous ce soir. Je vais me décaler pour la photo de groupe. Et merci Yvan. Les occasions de les rencontrer, de les croiser dans tous nos campus, avec tous les personnels et les étudiants qui, je n'en doute pas, bénéficieront de leur partage d'expérience, de leur grande expertise scientifique et technologique, vous l'avez compris, qui adressent des réponses et des questions, parce que c'est peut-être ça le plus important, de vous adresser des questions, de vous demander d'être critique par rapport aux différents sujets qui mêlent la technologie, aux faits de société et à la politique, comme Michael vous l'a longuement suggéré, un domaine à investir. Encore merci, on poursuit avec un moment convivial pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui sont à distance, à très bientôt, prochaine grande conférence avec le MIT. Merci.